elle a aucun problème à ce que le Conseil constitutionnel, en fait, désavoue ce qui a été publié avant. Tu vois, D'accord. c'était ça la logique. Ok, ok, d'accord, Et ok, donc très du coup, bien. j'ai passé du coup une bonne dizaine de minutes à lui expliquer avec toute la méthodologie qui sert à dire que bah en fait même avant la fin d'une élection, on peut savoir qui a gagné. Et De toutes les façons. c'est avec ça qu'elle a pu comprendre en fait que effectivement la position qu'elle tenait en disant bah on ne peut pas trafiquer un résultat qui est connu et qui est sûr quoi, qui est et moi, je tiens vraiment à lui tirer un vrai coup de chapeau hein, parce que hier, dans ce panel-là, c'était du venez voir quoi. Ah ouais, mais j'ai vu laquelle était après. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Je dis, mais attends. C'est votre mec qui est en train de fumer un sardinat. Il s'est passé combien de temps? J'ai rien compris. J'ai rien Et compris. J'ai dit, Anongo, salut les amis. Je sais qu'Anongo, tu aimes bien toujours commencer les lives en musique et sur le contexte des élections, je t'ai envoyé une surprise. Je ah pense que bah tu ok, vas aimer. je vais Donc, regarder ça tout à Otma, l'heure. si tu veux dire quelque chose, si Vas-y, Odma, tu veux tu peux parler 5 t'exprimer, minutes. Odma. D'accord, merci de me laisser la parole. Donc, effectivement, tu sais, dans ce genre de live, il y a quand même des gens, des spécialistes. Et donc, quand nous avons affaire à des spécialistes et non à des propagandistes, il est important de quand même se poser, de prendre un recul et de pouvoir quand même laisser l'expertise parler. Parce que, comme j'ai dit, moi, mon modèle de modératrice, c'est sur les bases, c'est un peu sur me baser sur Serge Anango. Donc, c'est parler factuellement et non pas sur ce qu'on a dit. Donc, moi, les on a dit, moi, je pense que c'est ça qui a un peu mis le Cameroun là où on est. Hein. Il a dit que donc maintenant au Cameroun, il faut qu'on change notre mentalité, il faut qu'on puisse avancer et puis il faut qu'on puisse avoir les faits, il faut qu'on puisse pouvoir se baser sur et s'il y a un code électoral justement qui ne fait pas de sens, bah il y a moyen de réviser les règles hein. Les lois en Occident et autres, ça change tout le temps. Les lois immigratoires, voilà et compagnie là, on peut les modifier, on peut les ajuster. Donc moi je pense qu'il est temps de faire place au changement. Et ça là, je l'accueille grandement et ouvertement. Et je vous remercie pour tous les éclaircissements que vous avez pu me faire parce que franchement, moi, j'étais dans ma tête, j'étais bloquée à l'idée que ben on attend tout simplement le résultat. Mais si le résultat, on est capable de le déterminer avant, basé sur des calculs mathématiques, mais je sais pas moi. C'est pour ça que le Cameroun est rendu où il est parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas su progresser dans notre façon de penser. Donc moi, je fais place à l'ouverture d'esprit et je fais place au changement. Voilà. Donc merci beaucoup. Hein. Mais franchement, je ne sais pas comment on fait applaudir ici. Merci, parce qu'effectivement, c'est de ça qu'on se parle. En 2018, j'avais été justement l'un des premiers à essayer d'introduire l'analyse des statistiques dans les élections parce que je m'étais rendu compte qu'en 2004-2018, on n'en parlait pas. Et c'était difficile parce que avant 2018, les seules personnes qui avaient des chiffres officiels, c'était les seules personnes capables de proclamer des chiffres officiels, c'était le régime. Parce que ceux qui avaient, ils contrôlent les médias, ils contrôlent tout. Et donc, c'était leur version. Il y avait pas moyen de les contredire. Si ils te disent Paul Biya a eu 80%, même si dans ton bureau de vote à toi, tu vois que Paul Biya a eu 20%, tu es tenté de dire, bon, bah, probablement, quelque part, on l'a filé, on lui a filé 100%. Donc, c'est logique, quoi. Tu n'as pas moyen de comparer. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on sait. On sait et on peut déterminer comment sont distribués les votes. Et vous allez voir, en fait, les moyens qu'utilisent les statisticiens, justement, pour détecter les anomalies. Voilà, parce que la statistique, elle permet de prédire les résultats, mais elle va aussi permettre de détecter les anomalies dans certains bureaux de vote. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait encadrer l'éloignement autour de la moyenne. On sait l'encadrer de façon claire, de façon factuelle. Vous d'autres aussi, merci. Oui. C'est pas, pas grave. Du coup, tu as encore le caramel dans le frigo, tu trempes dedans. Merci beaucoup. Et donc, en fait, on sait prédire tout ça avec précision. C'est pas du hasard. C'est comme même l'apparition des chiffres. Quand vous entrez dans un supermarché, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'articles qui commencent par le chiffre 1 que des articles qui commencent par le chiffre 9. Ça s'appelle la loi de Benford. D'accord, ça suit ce qu'on appelle la loi de Benford. Le chiffre 1 apparaît beaucoup plus facilement que le chiffre 9. Et pour le dire autrement, le chiffre 1 apparaît plus souvent que le chiffre 2, qui apparaît plus souvent que le chiffre 3, ainsi de suite.
Donc, les trucs, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer en matière d'abonnement sur Facebook, franchir le premier 100 000, c'est très compliqué. Mais c'est à peu près la même chose. Hein. C'est beaucoup plus difficile de franchir le premier 100 000 que de passer de 100 000 à 1 million. Vous allez voir que les gens, ils vont ramer pour passer le 10 000, le premier 100 000. Mais le 100 000 à 1 million, c'est beaucoup plus simple en fait derrière. Et on le dit aussi même parfois en matière de millionnaire, en matière d'argent. Le premier million, il est facile, il est compliqué. Mais le deuxième, il est quasiment inévitable. Donc tout ça, c'est les lois statistiques en fait. Et donc la loi... la loi de Benford, justement, elle te dit par exemple que la probabilité des résultats dans un bureau de vote avec un chiffre commençant par 1 est supérieure à la probabilité des résultats dans un bureau de vote avec un chiffre commençant par 4 ou par 5 par 6. Alors attention, hein, la loi de Benford, elle ne peut pas dire avec exactitude s'il y a fraude, parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Hein. Quand vous avez une loi statistique qui est peu précise, il faut le dire. La loi de Benford permet de soupçonner, mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve formelle. Ce n'est pas une preuve, par exemple, du même type que l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. L'inégalité de bien-aimé Chebyshev, je te dis, la probabilité que tu t'éloignes de K sigma est inférieure à 1 sur K au carré. La probabilité, par exemple, que tu t'éloignes de 10 sigma est inférieure à 1 sur 100. C'est tout bête. Hein? Ça veut dire que si tu as une moyenne qui est mue, la probabilité qu'une variable va s'éloigner de 10 fois cette moyenne-là, c'est 1 sur 100. En fait, ce n'est pas que c'est 1 sur 100. C'est inférieur à 1 sur 100. Et c'est aussi l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, c'est juste une inégalité encadrante. Elle va te dire le maximum, elle va te dire la probabilité maximale qu'une variable a de s'éloigner de la moyenne. Par exemple, supposons sur le plan national, je prends un exemple là, je l'ai appliqué sur l'abstention. Supposons que sur la plupart des échantillons qu'on a, le taux d'abstention c'est 40%. Et vous tombez dans un bureau, le taux d'abstention est de 2%. Bon, on va plutôt parler de participation plutôt parce que l'exemple que j'ai appliqué ici, c'est le taux de participation, voilà. On suppose que le taux de participation en moyenne est de 65%. Bon, dans les calculs, c'était 60, hein, mais je voulais faire un calcul très simple pour que ça donne. Le taux de participation moyenne, le taux de participation est à peu près de 65%. Avec un écart type de 5%, je l'ai calculé, vous l'avez vu dans les derniers directs, on a à peu près à ces écarts types-là, sur l'abstention. Le nombre d'écarts, le nombre de sigma, c'est 98 moins 6,65 divisé par 5. Tu as 6,6 sigma. Ça veut donc dire que la probabilité de l'inégalité de bien-aimés, elle est valable pour toutes les lois. Là, c'est une loi, c'est un théorème. D'ailleurs, ça s'appelle aussi le théorème des bien-aimés Chebyshev. C'est impossible qu'une variable s'éloigne. Donc, on connaît la probabilité qu'une variable s'éloigne. Plus tu t'éloignes de la moyenne, plus ta probabilité est faible. En l'occurrence, ici, on a 6,6 sigma. Donc, la probabilité de s'éloigner, c'est 1 sur 6,6. Au carré. Ça donne 0,023. Ça veut donc dire que si vous trouvez plus de 3% de bureaux de vote où le taux de participation est à 98%, il y a fraude. Je ne peux pas être plus clair, les gars. C'est un théorème, le théorème des bien-aimés Chebyshev. Bon, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Je suis d'accord parce que la plupart de la noirie, quand ils parlent de mathématiques sur Internet, ils vous parlent de Pythagore, ils vous parlent de Thalès. Oui, ça, c'est les mathématiques de niveau supérieur. Hein. Donc, quand on parle des lois de Benford, de Chebyshev, tout ça, l'application, on va l'introduire en deuxième année. On va aller plus loin en troisième année. Mais là, encore une fois, je vous dis, quand vous avez plus de... Si, par exemple, vous avez un bureau de vote où il y a 100% de participation, c'est un indice fort en faveur d'une fraude. Et c'est une preuve recevable en justice, hein, les gars. Parce que je sais que chez vous, au Cameroun, vous pensez que bah, si vous ne comprenez rien, oh, mais ça ne veut rien dire, Serge, tes chiffres là, c'est la statistique des Blancs, laisse-nous ça, machin, bidule. Non, les instances internationales reconnaissent ce type d'analyse comme preuve. C'est important de le savoir. Donc, on va sans doute y revenir sur Chebyshev. Hein. Donc, d'ailleurs, pour démontrer que c'est un théorème, il suffit de prendre n'importe quelle loi, vous démontrez que ça marche. On déduit l'inégalité de Chebyshev par l'inégalité de Markov, qui lui aussi va aussi estimer que la probabilité qu'une variable aléatoire soit supérieure à une valeur A est inférieure à l'expérience de la variable statistique divisée par le chiffre A. Donc, probabilité que x soit supérieur à 2 est inférieure à expérience divisée par 2. Probabilité que x soit supérieur à 3 est inférieure à expérience divisée par 3. Ça, c'est l'inégalité de Markov. Et quand tu l'appliques à une variable aléatoire du type x moins mu au carré, donc qui est supérieur à 0, tu tombes sur l'inégalité des bien-aimés Chebyshev qui est très intéressante ici pour détecter les fraudes. Je ne suis pas en train de vous raconter ça comme ça pour vous dire, bon, bah écoutez, j'ai fait les maths, machin, bidule. Non, c'est un outil puissant pour détecter les fraudes.
notamment appliqué à l'abstention au taux de participation. Et puis voilà. Donc, veuillez, je vous laisse recommencer à partager. Ensuite, on va prendre le fameux exercice de maïs que j'ai modélisé statistiquement en vous montrant toutes les mathématiques qu'il y a derrière, que votre grand-mère ne connaît pas, mais pourtant elle arrive à la bonne conclusion. C'est une façon de vous dire que tous les jours, vous faites ce que je suis en train de vous dire là, mais vous ne faites pas les équations qu'il y a derrière, vous arrivez aux mêmes conclusions, et que là, vous êtes irrationnel en refusant d'appliquer la même chose à l'élection. Vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que sonder dans les sacs de maïs, c'est comme récupérer des bureaux de vote représentatifs. Un sac de maïs est souvent uniformément réparti. C'est impossible que vous avez le maïs qui a été tapé, égrené, mélangé, tout le Bataclan, et qu'en rangeant dans le sac, vous retrouvez des bonnes graines concentrées à 3 endroits spécifiques, par hasard, et que votre grand-mère, quand elle arrive au marché, elle fait tchouk tchouk, par hasard dans 3 endroits, elle tombe pile poil sur ces endroits-là. C'est chaud quand même, les gars. C'est chaud. Donc, c'est pour ça qu'on part du principe que ces graines sont réparties uniformément. Tu tchouks à 3 endroits. Tu as une densité, tu as une proportion de mauvaises graines. Ben, tu peux l'appliquer à l'ensemble des graines du maïs. Et donc, si le sondage te montre que les graines sont bonnes, eh ben, pas de problème. Vous pouvez faire confiance à l'ensemble du maïs. Vous allez voir la probabilité que le sac de maïs soit pourri, alors que votre 3 sondages soient bonnes. Ça, c'est un modèle bayésien, c'est l'analyse bayésienne. C'est ce que j'expliquais à une personne la dernière fois. Là, il y a une giclue qui est montée là. Je lui disais, si au départ, tu penses que Paul Biya est aussi malhonnête que Chiroma, tu mets un chacun. On est d'accord. Tu as raison de dire les deux sont malhonnêtes. Après tout, Chiroma a travaillé pour Paul Biya. Paul Biya étant malhonnête, donc on peut inférer que Chiroma aussi est malhonnête. Jusqu'ici, tu es rationnel. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais tu t'amuses. Tu es sur Internet depuis une semaine que les résultats sont sortis. Mais tu ne vois que des bureaux de fraude en faveur du RDPC et 0 en faveur de Chiroma. Est-ce que ça modifie ton point de vue? Oui, ça devrait modifier ton point de vue, sauf si tu es un taré. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que dans la vie, il ne faut pas être borné. Il faut souvent être ouvert d'esprit. Avoir un a priori n'est pas un problème. Mais il faut savoir modifier cet a priori en fonction des données qu'on observe. Normalement, tu as le droit d'avoir un certain a priori. C'est normal. Moi, j'ai un a priori que dès que je vois un black, je sais que c'est un malhonnête. J'ai un a priori malhonnête là-dedans, mais Platini qui est à côté de moi, ben, il n'a jamais été malhonnête. Donc, le concernant, je suis obligé de revoir mon jugement vis-à-vis de lui. A priori, quand je le vois, je ne le connais pas. Non, lui, ça peut être un frappeur, le mec. Hein. Ça peut être un gros frappeur, je m'en méfie. Mais là, ton a priori est basé sur quoi, s'il te plaît? Ben, sur le taux d'occupation des prisons en France, man. Sur ce qu'on voit à la télé. D'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Naël, qui est-ce qu'on a vu casser? Tu as vu un seul Dupont cassé? Tu vas au States, c'est pareil. Hein, la noirie américaine. Je valide. La noirie américaine. D'ailleurs, je te dis, moi, il n'y a pas que ça. Tu te rappelles, le référent Jesse Jackson disait que pour lui, quand même, hein, qui a combattu pour les droits civiques. Et je vous rappelle que quand moi j'étais à Memphis, à ce qui était le Lorraine Motel, qui est désormais le musée des droits civiques à Memphis, tu vois bien que le jour où on a liquéfié Martin Luther King, il était à côté, il était là, Jesse Jackson. Et Jesse Jackson disait que malgré tout, il n'y a rien de plus, comment dire, déroutant pour lui quand il se déplace dans la rue la nuit, il entend un bruit derrière lui, il se retourne, il regarde, il est rassuré de voir que c'est un blanc. Bah, je suis désolé les gars, si Jesse Jackson qui s'est battu pour les droits des Noirs en arrive à la même conclusion que moi, qui suis-je moi, raciste de droite, qui vote Le Pen, pour le contredire? Qui suis-je moi? Qui suis-je? Je suis qu'une pauvre personne devant le référent Jesse Jackson. Donc oui, mon a priori est parfaitement justifié, mais n'empêche que même quel que soit l'a priori que vous avez, ce qui compte c'est de pouvoir les modifier au regard des données, et ça on peut juste utiliser la formule des biais. Bon, on va... la famille des Bayes pour montrer comment les données modifient la perception. Vous avez un a priori, vous avez des données, vous devez donc modifier, vous devez désormais dire, c'est la nouvelle probabilité, c'est la probabilité sachant ces données-là. Vous avez d'abord une probabilité au départ, vous n'avez rien. Ensuite, on vous présente des données, vous dites, ah, vous revoyez votre jugement. Donc, la nouvelle probabilité de base, ça va être la probabilité sachant ces données. C'est comme ça qu'on évolue. Et ainsi de suite. C'est pour ça que si vous avez, et j'ai pris la dernière fois l'exemple du fameux D là. Je disais que si je me cache derrière un rideau, j'ai 5 dés, un dé de 4, un dé de 6, un dé de 8, un dé de 10 et un dé de 12. Et je ramasse un dé, je demande à Platini, quel est le dé que j'ai ramassé? Bon, a priori, comme ça, sans donner, il part du principe que les dés ont le même chance. C'est la position rationnelle. Tu ne peux pas décider dans ta tête que bah, le dé tend à tel pourcent de chance. Il faudra pouvoir justifier. Le seul a priori qui t'évite de justifier, c'est de dire les dés ont la même chance d'être pris.
Donc, tu vas supposer que c'est 1/5. Maintenant, quand je lance le dé, je te dis, bon, Platini, ça a donné un 7. Donc, s'il avait choisi le D4, est-ce que ça modifie son point de vue ou pas? Bah oui, ça modifie. Il avait pris un dé de 4. Là, on lui dit que c'est un 7 qui est sorti. Là, il peut écarter le D6 et le D4. Donc, désormais, ça se joue entre le dé de 8 faces, le dé de 10 faces et le dé de 12 faces. Donc, si je relance le dé et je trouve un nombre compris entre 0 et 8, ça va augmenter votre confiance. Et on peut le faire par calcul. Hein. Ça augmente ta confiance en D8. Donc là, à partir du moment où tu écartes les 3 dés, il est rationnel de dire c'est le D8. C'est l'endroit où le 8 a le plus de probabilité d'apparaître. Hein. Là-bas, le 8, c'est un huitième, alors que sur le D10, c'est un dixième, et sur le D de 12, c'est un douzième. Donc, tu dis c'est le D8. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on relance le dé, on te dit c'est un 11 qui apparaît. Donc là, tu peux écarter les autres. Ça modifie forcément ton opinion. C'est ça qu'on appelle, c'est le rôle des probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles, c'est pas des probabilités qu'on vous donne en cours, juste pour savoir si vous avez compris, on vous donne un interro. Les probabilités conditionnelles, c'est des probabilités sachant que tu as une probabilité au départ, ensuite on te donne un certain nombre de données, on te dit quelle est la probabilité maintenant, quelle est la nouvelle probabilité que tu as, sachant les données qu'on t'a présentées. Voilà, c'est comme ça. Donc, et c'est pour ça que vous allez comprendre qu'il n'est jamais normal d'avoir l'esprit fermé, et ça, on peut le faire par le calcul, par la formule de Bayes. Je vais vous montrer pourquoi il est toujours important de garder l'esprit ouvert, parce que si vous avez l'esprit fermé, rien ne peut vous faire changer d'avis. Rien, absolument rien. Supposons que tu es Sardina, et tu considères que, quoi qu'il arrive, Paul Biya a gagné. On te dit quelles sont les chances qu'il Biya a gagné, tu dis 100%. Je vais te prouver que toi, on ne peut pas discuter avec toi, parce que tu es une chiclure. Et surtout que, quelle que soit la preuve, tu ne vas pas changer d'avis. Et vous allez voir. On a, supposons, 4,56. P. Donc, on va modéliser événement Biya gagne. Voilà, on va l'appeler B. On va l'appeler, voilà, probabilité de B gagne. Maintenant, on va supposer données égale résultat des élections, résultat. Donc, on va l'appeler R. Ces résultats disent le contraire, hein, ils disent que Biya n'a pas gagné. Donc, on va dire P de D, P de Biya gagne, sachant les résultats qu'on a, c'est égal à la probabilité des résultats, sachant que Biya gagne, fois P de Biya gagne, sur P des résultats. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Pourquoi vous devez toujours vous garder à l'esprit une petite marge pour changer d'avis. Voilà. Probabilité que Biya gagne, sachant les résultats qu'on a, c'est égal à la probabilité, ça, c'est la formule de Bayes, hein, probabilité des résultats, sachant que Biya gagne, fois probabilité de Biya gagne, sur probabilité de R. En statistique, on appelle souvent cette partie-ci la fonction de partition, à ne pas confondre avec la fonction de répartition, qui en statistique signifie P d'une variable aléatoire est inférieure à un certain chiffre. Donc ça, c'est la fonction de partition. Si tu considères que Biya a 100% de chance de gagner, donc ça veut dire que P de B égale à 100%. Donc, si P de B égale à 100%, ça veut, alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? P de B égale à 100%. Donc, si ton a priori, c'est-à-dire que Biya a gagné à 100%, ça veut dire que ça, c'est 1. Et du coup, si tu fais le calcul ici, P de R, c'est quoi? C'est de P de R égale à P de R sachant B fois P de B, plus P de R sachant B bar, l'événement contraire, fois P de B bar. Voilà. Si tu donnes 100% à Paul Biya, ça veut dire que B bar égale à 0. Donc ici, dans la fonction de partition en bas, c'est limite à ça, bah, qui est égal à ce qu'il y a là en haut. Donc si tu dis P de B égale à 100%, eh bien P de B, sachant R, reste 100%, puisque ça fait 1. En gros, si tu pars du principe que quoi qu'il arrive, Paul Biya a gagné, rien ne peut te faire changer d'avis. Ce qui est débile en fait. C'est-à-dire, quelle que soit la preuve que je vais te présenter, tu ne changeras pas d'avis. Et c'est là où se trouvent d'ailleurs tous les sardinats. Quand ils vous demandent quels sont les bureaux de vote, ils s'en foutent royalement en fait. Ils s'en branlent complètement. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne vont jamais aller regarder. Il y en a plein sur Internet. Personne ne n'est allé regarder pour dire ici il y avait problème. Personne n'est allé regarder. Donc ils s'en battent complètement. Maintenant, supposons aussi quelqu'un qui vient, c'est pareil, hein, imagine Raoul qui considère que Chiroma a gagné à 100%, c'est impossible qu'il n'ait pas gagné. Ça veut dire que la probabilité de Biya gagne, c'est 0. Donc, ça veut dire, ici, tu reviens là, tu vas voir que même lui, il va se retrouver dans une situation où on ne peut pas changer d'avis. P de B, sachant R bar, P de B bar, pardon, P de T, sachant R,
Ou on reste même d'ailleurs, ici, on va venir ici, quelqu'un qui suppose que Paul Biya a 0% de chance de gagner. Donc, si tu pars du principe que Paul Biya a 0% de chance de gagner, eh ben, quelles que soient les preuves qu'on va te présenter, ça va donner la même chose. Ça fait P de R, P de B, sachant R, égale à P de R, sachant B, fois P de B, sur P de R, la fameuse fonction de partition. Bah, étant donné que tu as dit que Paul Biya n'a aucune chance de gagner, tu as mis 0 ici. Bah, qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, ici tu as aussi 0. Donc, si tu dis P de B égale à 100% ou P de B égale à 0%, en réalité, rien ne peut te faire changer la vie. La machine à base se grippe. Elle se grippe complètement. C'est pour ça qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert. Parce que même si les probabilités sont faibles, imagine tu dis 10 puissance moins 20. Au lieu de mettre 0 ici, mets 10 puissance moins 20. Ça veut dire que si les preuves deviennent de plus en plus fortes, bah, cette probabilité va passer à quasiment à 0,9 et bien elle va gagner. Mais si tu mets 0, la machine se grippe. Et si tu mets 100%, la machine se grippe. Tu tournes en boucle sur 100% la plupart du temps. Donc, par exemple, quand on prend un individu lambda par hasard dans la société après un crime, la probabilité qu'il soit un criminel, on est sur des trucs, on est sur l'ordre de 10 puissance, on va dire, moins 8. On est à peu près là. Sans preuve, tu ne peux pas l'accuser. Maintenant, si on dit, il y a une vidéo, il y a l'ADN, il y a des témoignages, tout ça, c'est les choses qui contribuent à augmenter cette probabilité autour de 0,99. Vous voyez? Parce que c'est à ça que servent les preuves. Les preuves, c'est les données. Donc, vous avez une personne, si on considère que S est l'événement, le gars est suspect, P de S, a priori, c'est 10 puissance moins 8. Maintenant, dans un tribunal ou lors d'un procès, on cherche P de S sachant D. Et D, c'est toutes les preuves qu'il y a contre la personne. C'est ça qu'on cherche en fait. P de S sachant D. Et parfois, vous avez dans certains tribunaux des procureurs qui vont confondre P de D sachant S. Ça donne ce qu'on appelle le sophisme du procureur. J'aurai l'occasion de vous en parler dans un live plus tard quand on sera débarrassé de Paul Biya. Hein? J'y reviendrai. J'aurai l'occasion de vous en parler. Mais revenons ici. Donc, sachez que la présomption d'innocence revient sur le fait que P de S est très faible au départ. Mais par contre, on cherche P de S sachant D. Quand il y a des preuves, vous êtes obligé d'arriver à la conclusion que oui, le gars est coupable. C'est ça. Et donc, quand vous savez que dans un tribunal, bah, quand on veut décider si une personne est coupable au regard des preuves, on fait des probabilités conditionnelles. Donc les gens qui disent les mathématiques machin, ce n'est pas parce que tu appelles ça tu n'appelles pas ça mathématiques, ce n'est pas parce que tu ne modélises pas ça par des équations que tu ne fais pas des mathématiques. Tu fais des mathématiques dans un tribunal pour chercher à savoir si est-ce que telle preuve est incriminante ou pas. Si par exemple tu me balances une preuve et que cette preuve n'est pas discriminante, bah ça fait juste passer P de S, je ne sais pas moi, de 10 puissance moins 8 peut-être à 6 fois 10 puissance moins 8. Oui, il y a une certaine évolution quand même, mais ça reste très très en deçà du seuil qui permet de décider qu'on condamne une personne. Vous voyez? On est très en deçà. Voilà. Par contre, quand tu dis, il y a l'ADN, voilà, P de S, sachant ADN, bah voilà, tu passes tout de suite à quelque chose comme 0,6. Pourquoi je dis 0,6? Parce que pour que l'ADN soit concluante, il faut qu'elle n'ait aucune raison d'être là. Par exemple, vous tombez sur une femme qui s'est fait liquéfier. Si la personne qui l'a liquéfiée, c'est son mec, bah vous touchez l'ADN. L'ADN sur la meuf, ça ne prouve pas que le mec l'a liquéfié, puisque c'est son mec par défaut. Son ADN a d'autres raisons de se retrouver là. Voilà. L'ADN ne sera conclusif que si la personne n'a aucune raison d'être là. Et que la personne, par exemple, a menti au départ. Vous étiez où j'étais à Marseille, mais comment est-ce qu'on a retrouvé votre ADN sur la victime alors que vous n'êtes pas censé la connaître? Là, oui, la probabilité passe quasiment ici à 0,99. C'est à ça que ça fait. Donc, tout ce qu'on fait dans un tribunal la plupart du temps, c'est ce genre d'exercice. Maintenant, si on revient sur ce que j'ai fait, donc on va partir sur l'exemple de la graine de maïs. Donc, moi, je pars d'un sac de graines. J'ai un tirage N1, N2, N3. Donc, je fais 3 tirages. C'est ce que les matins faisaient. Hein, donc, c'est exactement ça. On considère qu'un sac de maïs, c'était 200 litres. Bah, en tout cas, j'ai supposé que c'est 200 litres. Je ne me souviens plus exactement. Les sacs Banjo, comment on appelait les sacs là, l'enkucha? Non, c'est quoi on appelait les sacs où on mettait les maïs dans là? J'ai oublié les sacs. C'est les sacs Banjo, je crois. C'était les sacs Banjo. Qui a une idée là sur le panel? Bon, ça peut pas être Iron, bien sûr.
Même si on l'a dit assez, Je pense pas. C'est ça que c'est les petits sacs, en fait. C'est les petits sacs carrés, non, pas mais les. je parle des sacs Les qu'on gros, mettait c'est les pas mal. maïs, ça, qui Non, étaient des tissus, là, qui étaient faits des tri. Nkunta, voilà, je me disais, j'ai pensé en Nkunta, mais je n'étais pas sûr. C'est le Nkunta, voilà, c'est le Nkunta. Voilà, merci beaucoup, c'était ça. J'ai pensé, mais je me suis dit, mais j'ai pensé à Kunta que, comme on parlait du goudron, là, j'avais un doute. Ben, merci les gars. Voilà. Le sac Kunta, je crois que c'était 200 litres, à peu près. Donc, vous estimez que là-dedans, il y a environ un grain de maïs, j'ai vérifié sur Internet tout à l'heure, bah, il fait à peu près entre 0,1 et 0,2 cm3. Donc, j'ai pris 0,15 cm3. Donc, on a un nombre de grains moyen dans un sac qui est de 1,340 millions. Le sondeur que va utiliser la grand-mère, c'était souvent un sondeur de 30 cm de long, avec un diamètre approximatif de 2 cm. Donc, on fait le calcul, V égale à pi carré, blablabla. Ça donne le volume du sondeur, c'est ça. Donc, il peut contenir environ 628 graines. Donc, j'ai postulé que NI, pour chacun des 3 sondages, là, est dans un intervalle compris entre 620 et 650. Donc, on prend un sac avec une proportion inconnue. Le but, il est là. On prend un sac avec une proportion inconnue de mauvaises graines. On sonde à 3 endroits. On observe que les graines sont bonnes. Donc, c'est ça la donnée. Hein. On sonde à 3 endroits et on observe que les graines sont bonnes. On veut connaître la probabilité que le reste du sac soit pourri. Vous avez bien compris. Parce que là, vu qu'on a sondé à 3 endroits, on conclut que les graines sont... On a des bonnes graines. Donc, ça nous donne un a priori que le sac est plutôt de bonne qualité. Et je cherche ici l'erreur qu'on commet en supposant cela. Quelle est la probabilité de se planter? Quelle est la probabilité qu'en fait, vous soyez planté en réalité, même si votre échantillon a donné 3 fois des bonnes graines, mais quelle est en réalité, mais en fait, le sac est pourri derrière. Donc, quelle est la probabilité de cet événement-là? C'est ça le but du calcul. Donc, on va faire l'hypothèse ici. Θ, c'est la proportion des bonnes graines dans le sac. Bon, on utilise beaucoup de θ en statistique quand on fait les estimations. Ceux qui ont fait statistique vont s'en souvenir. Donc, étant donné que je l'ai appris à l'école, je fais exactement la même chose, quoi. Donc, on utilise beaucoup de θ quand on fait les estimations. Donc, θ, c'est la proportion des graines de maïs, des bonnes graines, et 1 moins θ, c'est la proportion des graines pourries. Voilà. Étant donné qu'on cherche une estimation sur une proportion inconnue dans un ensemble, la loi indiquée, c'est la loi bêta. Voilà, c'est la loi bêta. Ce n'est pas la loi binomiale, c'est la loi bêta. Donc, θ va suivre une loi bêta de paramètres A et B. Et le but ici, ça va être de déterminer les paramètres A et B en fonction des situations. Voilà, donc A, c'est le nombre de succès, et B, c'est le nombre... Donc, succès ici égale la bonne graine, et B, c'est le nombre de mauvaises graines, donc égale le nombre d'échecs. Et donc, sachez ici que bêta, c'est relative à la fonction bêta, qui est liée à la fonction gamma. Donc, je donne la définition ici. La fonction bêta, c'est de l'intégrale de t puissance bêta de A et B, c'est égal à l'intégrale de 0 à l'infini, de t puissance A moins 1 fois 1 moins t puissance B moins 1. Ça se résume aussi parfois à gamma de A fois gamma de B sur gamma de A plus B. Gamma, c'est la fonction gamma, c'est la généralisation de la fonction factorielle à l'ensemble des nombres réels. Voilà. Parce que la fonction factorielle n'agit que sur les entiers. La fonction gamma, c'est la généralisation à l'ensemble des nombres réels. Donc, sachez que quand A est entier, gamma de A égale à A moins 1 factoriel. Et donc, ici, la densité de probabilité va être de cette façon. 1 sur bêta de AB fois θ de 1, facteur de 1 moins θ de 2. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'ici, on a eu 3 essais. On a eu 3 essais. Donc, si je prends ici bêta de 2, 1, là, par exemple, bêta de AB, si j'ai pris l'exemple de 3, 2, autant pour moi, j'ai pris l'exemple de 4, 1 ou 2, 3, 2 ici. Ça, c'était un exemple que je définissais en fait, un bêta de AB. Voilà. Donc, vu qu'on ne sait rien de la proportion de mauvaises graines dans le sac de maïs, l'hypothèse rationnelle de départ, c'est de considérer qu'il y a autant de bonnes graines que de mauvaises graines. Donc, tu fais bêta de 1, 1. C'est la loi, c'est l'hypothèse rationnelle. Donc, a priori, tu vas travailler avec cette loi-là. Maintenant, ici, dans certains cas, quand on est très centré vers 1, c'est-à-dire que quand tu soupçonnes que les graines du sac de maïs sont très bonnes, tu vas modifier les paramètres pour centrer la loi vers la valeur la plus probable. Donc ici, a priori, on ne connaît pas, donc on part du principe qu'il y a autant de chances que ce soit pourri ou bonne. Donc on prend bêta de 1, 1. Ici, donc, étant donné que j'ai sondé 3 fois, donc n égale 3. J'ai eu 3 succès, 3 fois les graines de maïs étaient bonnes, donc GK égale 3.
Donc, a priori, je ne sais rien. A priori, je ne sais rien. Donc, θ suit une loi bêta de paramètre 1, 1. Donc, on va prendre, et a posteriori, j'ai K succès. Donc, ça, c'est les données. Ben, dans ce moment, on a maintenant, le but, c'est d'estimer maintenant θ sachant D. Donc, on passe de θ à θ sachant D. Donc, la barre ici, ça veut dire sachant. Quand, a priori, tu n'as pas fait de sondage, tu pars du principe qu'il y a kiff-kiff. Sauf si, par exemple, tu sais que le gars est honnête. Par exemple, si c'est un white, tu vas avoir plus tendance à considérer qu'il y a plus de chances que les graines soient bonnes, parce que dans leur pays, quand tu vas un truc pourri, tu es sanctionné. Par contre, si le gars, c'est un camère, ouais, il faut plutôt partir du principe que c'est pourri dès le départ, les gars. Il faut avoir un a priori plutôt dans le sens que c'est pourri, et tu fais ton test, en fait. Donc, ici, tu as la donnée, c'est les 3 essais. Donc, tu vas chercher les paramètres. Ici, θ va suivre les paramètres, la loi bêta de paramètres 1 plus K, et 1 plus N moins K. K, c'est les 3 succès, donc ça fait 3 ici. Et ça fait N, c'est le nombre de tentatives, ça fait N. Donc ici, tu vas suivre θ, sachant les données, donc la proportion des sacs de maïs, la probabilité de proportion des sacs de maïs, sachant les données, va suivre une loi de paramètres, une loi bêta de paramètres 4, 1. Donc, après 3 échantillons, on a donc une bonne confiance au contenu du sac de maïs. Ça, c'est ce que ça veut dire. Quand tu as le 4 ici, là, ça veut dire que tu as une très bonne confiance au contenu du sac de maïs. Maintenant, on peut commencer simplement par faire une estimation de la probabilité que la moitié du sac soit pourri, sachant ces 3 données-là. Probabilité d'avoir θ inférieur à 0,5, c'est la probabilité que plus de la moitié du sac est pourri, sachant les 3 données, sachant qu'on a eu 3 bons échantillons. Eh bien, tu fais l'intégrale de 0 à 0,5 de la fonction bêta qui est là. Mais maintenant, ça, on va la détecter, on va la déterminer en fait. Hein. La bêta ici, c'est 1 sur bêta de 4, 1 fois, comme j'ai expliqué ici là, avec la loi, j'ai expliqué ici que c'était ça. Tu la détermines avec ça. Hein. Ah, c'est ça l'équation ici. Donc, ça te donne ici que la fonction, la densité, ça va te donner f de θ égale θ 4 θ au cube. Donc, P de θ inférieur à 0,5, c'est égal à l'intégrale de 0 à 0,5 de 4 θ au cube de dθ, blablabla. Ça te donne 0,625. Donc, déjà, avec les 3 échantillons que tu as, la probabilité que la moitié du sac soit pourri, c'est 6%. Maintenant, si on considère que le seuil de rejet, c'est 1% de bonnes graines, c'est-à-dire que je considère que le sac est pourri, quand il y a moins de 1% de bonnes graines, bah, je vais calculer la probabilité d'un tel événement, sachant les 3 échantillons que j'ai eus. Ça fait P de θ inférieur à 1 centième, bah, tu intègres de 0 à 1 centième, blablabla, ça te donne 10 puissance moins 8. Donc, en gros, il y a une chance sur 100 millions que le reste du sac soit pourri, sachant qu'on a fait 3 sondages et ça a donné des succès. Ce calcul montre pourquoi la loi bêta est très manipulable avec des petites valeurs entières. Pour A et B, on intègre facilement à la main. Hein. Donc, quand tu as A et B très petits, on intègre facilement à la main. Le résultat confirme donc l'intuition des mamans. Le résultat, vous voyez que ce résultat confirme que vos mamans, quand elles faisaient 3 sondages, vos grands-mères plutôt, quand elles faisaient 3 sondages, elles avaient raison de considérer que c'était suffisant pour conclure que le sac de maïs est bon, puisque c'est la probabilité de l'inverse, c'est une chance sur 100 millions. Et si supposons maintenant, j'ai voulu me compliquer aussi encore un peu plus la tâche, supposons que sur les 3 échantillons, on a 2% de mauvaises graines. Quelle est la probabilité qu'en fait, malgré cette observation, le sac soit pourri, c'est-à-dire que la probabilité de θ inférieure à 1 centième. Bah, je fais P de θ inférieur à 1 centième, sachant donner, hein, sachant les 3 échantillons, modélisation bayésienne, θ suit une loi bêta de paramètres A et B, K égale à 1860. Pourquoi 1860? Parce que j'ai estimé que comme on a fait 3 sondages, environ 633 fois 3, puisque je vous ai dit ici que N appartient, le nombre de graines de maïs dans le sondeur va entre 620 et 650. Bon, j'ai pris 633 fois 3, pour que ça donne un chiffre rond. Donc 2%, ça fait 40, ça fait 2%, comment dire? Donc on a N égale à 2000. Et 2% de sacs de maïs pourris, ça donne 1860. Ça veut dire que la proportion des bonnes graines, c'est 1860. Et le nombre de graines pourries, c'est 140. Donc, a priori, avant de faire le sondage, tu suis une loi bêta de paramètre 1,1. Donc, alors, pour info, la loi bêta de paramètre 1,1, c'est la loi uniforme. Hein. C'est la loi uniforme. Voilà. Les deux ont la même chance de se produire. Ça, c'est la loi uniforme. Si vous la réécrivez avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, vous tombez sur une loi uniforme. La mise à jour maintenant, on parle souvent de mise à jour quand on fait le langage bayésien, quand on revoit la probabilité suivant les données qu'on a eues.
Donc, θ va suivre, θ va suivre une loi de paramètres 1861. Donc, on applique toujours le n plus 1 et K, 1 plus n moins k. Voilà, donc ça va être 1 plus k et 1 plus n moins k. Ça donne ça. Bon, pour l'intégrer à la main, c'est compliqué. Parce que vous voyez, c'est très chaud. Pour l'intégrer à la main, c'est compliqué. Et je l'ai calculé par ordinateur. Donc, ça donne 1,1 fois 10 puissance moins 50. Donc, très, très peu probable que, même avec 2% de graines pourries, la probabilité que tout le sac soit pourri avec les 3 échantillons hasardeux, c'est ça. On est très, très, très faible. Voilà. Maintenant, on va faire application avec nos élections, puisque c'est de ça qu'il est question, les amis. Est-ce que tout le monde a compris ça déjà? Si quelqu'un a des questions, qui pose des questions, je réponds aux questions, parce qu'on va maintenant passer à l'application de ça avec les élections. Si quelqu'un a des questions, moi je réponds. Hein. Oui. Si Olivier, c'est ce qu'ils ont fait chez nous. La retraite, on ne voit pas, elle est intégrée dans le placard. Par contre, le placard, il ne sert à rien. Mais comme Sylvain et Fontana. Est-ce que les gens ont des réponses? Des questions ou pas? Si quelqu'un a des questions. Moi, ça va, Serge, moi j'ai compris. Non, non, je sais que pour toi, c'est bon. Donc, c'est clair pour tout le monde, les gars? Donc, vous avez compris comment, vous avez compris à peu près l'utilisation de ça, vous avez compris que tout le monde fait les probabilités tous les jours. Tous les jours. Tu as tendance à faire confiance à un vendeur. Par exemple, la première fois quand tu vas acheter tes légumes chez un vendeur, tu n'as aucune idée du vendeur. Bon, tu te dis, bon, bah, les légumes peuvent être de bonne qualité. Voilà. Si tu vas là-bas 3 fois, les légumes sont bonnes, tu vas pouvoir dire à Audma ici, Audma, ce vendeur-là, il est très bon. Ça fait 3 ans que j'achète chez lui, c'est bon. Parce que chaque fois que tu vas chez lui et que tu rentres avec des bons légumes, ça augmente ta confiance au gars. Ça augmente ta confiance. Voilà. Bon, il y a des cas de figure où le modèle d'induction a des limites. Hein. Le modèle d'induction, il ne marche pas à tous les coups. Il y a des cas de figure, vous prenez par exemple une dinde que vous nourrissez. Chaque jour que vous la nourrissez, la conforte dans l'idée que vous faites tout ça pour son bien. Jusqu'au jour où vous allez l'attraper pour tordre son cou, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la limite du modèle d'induction. Mais dans la plupart des cas de figure, ça marche. Ça marche. Sauf pour la dinde, bien sûr. Puisque je vous dis, la dinde, quand vous la nourrissez, elle dit, ah, quel est ce maître gentil qui se soucie de moi, qui se soucie de ma sécurité. Quand je suis malade, elle me soigne. Jusqu'au jour où le gars vient te choper la veille de Noël, le 24 décembre, il vient te choper et te tord le cou. Voilà. Là, tu dis, tu revois ton jugement, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la limite du modèle d'induction. Mais sinon, c'est pas induction, en fait. L'apprentissage par induction, c'est une des applications des probabilités conditionnelles. Maintenant, on va passer au bureau de vote. D'accord? Donc, j'ai pris un échantillon de 600 bureaux de vote. J'ai pris un échantillon de 600 bureaux de vote. Alors, j'ai arrondi les valeurs. Hein. Les valeurs, ce n'est pas exactement ça. On était légèrement un peu à plus de 100 000. On était à plus de 100 000 légèrement. Ici, on était à 73,1. Et ici, on était à quelque chose comme 17. Et par ici, on était à 8. Donc, ça, c'est les autres. Donc, tu as Mbia, tu as Chiroma et tu as les autres. Bia, 20%, 20 000 votes. Donc, sur l'échantillon de 600, là, il y avait 100 000 votes. Donc, 600 bureaux de vote, 100 000 votes. Bien, 20%. Et les 600 000, les bureaux de vote sont bien disséminés dans le territoire. Hein. Il n'y a que dans la partie du sud que j'avais pas les votes. Mais on est bien d'accord que le sud, ça compte pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde là-bas, donc ça sert à rien, c'est pas grave. Donc, cet échantillon est représentatif. Tu as bien 20%, 73% pour Chiroma et 7% pour les autres. Objectif, qu'est-ce qu'on veut faire? Évaluer probabilité que le score de Chiroma, au final, le score de Chiroma. Non, j'ai écrit Mbia. Je ne suis pas obligé d'habiller son nom. J'ai écrit Mbia exprès. J'aurais même pu écrire Pombia. Donc, je m'en bats les couilles, en fait. Donc, on cherche, comment dire? On a quoi là? Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Donc, on a θ qui est le vrai score de Chiroma et θP qui est le vrai score de Paul Bia. Voilà. Donc, on est en train de tester, on essaie d'évaluer la probabilité que malgré cette observation, donc qui consiste à chouquer son sondeur dans le sac de maïs, tu sondes dans le sac de maïs, tu chopes 3 fois les échantillons, voilà, sauf qu'ici on a fait 600 fois. Donc tu chouques dans le sac de maïs, tu chouques dans le sac de lecteur, tu récupères 600 bureaux, et puis voilà. Donc, on modélise les voies, les vrais scores de Paul Bia et de Chiroma comme 2 variables aléatoires inconnues. Θ Chiroma égale θ de t qui va suivre une loi de paramètres bêta une loi bêta de paramètres A Chiroma et B Chiroma
Mbia va suivre, le score de Mbia va suivre une loi qu'on va appeler TAP, loi bêta de paramètres AP et BP. TAT et TAP correspondent au vrai score de Chiroma et de Paul Biya au Cameroun. Donc ça, c'est le vrai score. On essaie d'estimer justement ce vrai score qu'on n'a pas. Par contre, on a un échantillon qui est là. Et on veut utiliser ces éléments-là pour calculer la probabilité de TAT inférieur à TAP. Quelle est la probabilité que dans la population, finalement, le score de Chiroma soit inférieur à celui de Pombia? TAP et TAB, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, a priori, quand on n'a rien, donc je me positionne comme Audma il y a quelques jours, je n'en sais rien, bah, chacun des scores suit une loi uniforme. Donc, ces gens-là, c'est des lois uniformes. Il y a quelqu'un qui dit pas besoin d'être vulgaire, dommage, bloqué et connasse. Je suis vulgaire, abruti, va. Je te parle de mathématiques. Tu as vu, on t'a dit qu'ici, on était en train de faire la politique, on était poli. On parle de sciences, connard. Tu es entré dans un laboratoire, tu connais la vulgarité des scientifiques? Vous croyez que quand on est allé à l'école, on est poli? Tu connais la vulgarité des scientifiques, mon ami? Tu as travaillé dans un labo? Quand tu as un mec qui a une expérience qui marche pas là, il casse tout. Putain de bordel de cul de canard! Tu connais pas ça dans les laboratoires scientifiques? Tu n'as jamais fait une expérience qui n'a pas marché, abruti. Bon, bref, on revient sur la science. Donc, ici, j'appelle NT, nombre de scores de Chiroma, NP, nombre de scores de Pombia, et N, le nombre de scores total. Maintenant, on a quoi? On cherche θ de T, sachant D, θ de P, sachant D. Bah, θ suit une loi bêta, des paramètres, comme j'ai dit tout à l'heure, 1 plus N, 1 plus K, et 1 plus K moins N. Donc ici, on a 1 plus N moins K, 1 plus K et 1 plus N moins K. Ici, N égale à 100 000. Donc, on va faire 1 plus 73 000. Et 1 plus N moins K, ça fait 1 plus 27 000. Voilà, donc ça c'est la loi qui suit le score de Chiroma. Et la loi que va suivre le score de Paul Biya, c'est celui-là. Et bien en fait, on donne θ et P. Voilà les deux lois qu'on a. Bon, par contre, c'est chaud pour calculer ça quand même à la main. Hein. Donc, c'est là où tu as besoin d'un ordinateur. Tout à l'heure, j'ai tapé sur Internet, il me disait qu'il fallait utiliser Python. J'ai quand même trouvé un site qui m'a fait le calcul. Bon, enfin bref. Objectif, calculer probabilité de θ inférieure à θ P. Estimation via la méthode de Monte Carlo. Donc, tu récupères un échantillon de 10 000, blablabla, machin bidule. Tu tombes sur une expérience. L'expérience du score de Chiroma, ça reste 73, hein, c'est stable, ça ne bouge pas en fait. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un échantillon grand. 100 000. Donc, l'expérience ne bouge pas. L'expérience du score de Paul Biya ne bouge pas. Les écarts sont très forts, les instituts sont très faibles. Et la machine me dit qu'ici, on a probabilité de θ inférieure à θ P, ça donne 10 puissance moins 500. Probabilité que le score de Chiroma au final soit inférieur au score de Paul Biya, c'est 10 puissance moins 500. Voilà. En gros, ça veut dire que si on a cet échantillon-là qui est représentatif, et vous avez Elekam qui publie un score comme ça, bah, il est en train de vous expliquer que ce score avait plus de chances d'arriver. Alors, je vais vous expliquer, pour vous dire ça autrement. Vous avez 10 fois plus de chances. Non, mais laissez-moi vous me déconcentrer à côté. Ne parlez pas de moi quand je fais les maths, vous me déconcentrez, je suis quoi. Mais je sais, vous me faites des compliments, et j'aime pas les compliments, j'aime bien les animaux. Bon, non, j'aime pas trop, non. Non, j'aime que tu reconnaisses mon travail. J'ai pas dit que j'aime quand tu me fais des compliments. Quand j'ai fait un travail à la maison, j'ai tendu le gazon, j'aime que tu reconnaisses que j'ai tendu le gazon, que tu ne dises pas que je t'ai pas aidé. C'est juste ça, c'est tout. Qu'on reconnaisse que j'ai participé à quelque chose. Bah oui, bah enfin bref, moi j'ai jamais rien fait de bon pour toi, de toute façon. Bref. Donc, on continue ici, là. Donc, ici, tu as 10% moins 500. 10% moins 500, ça veut dire que tu as 3 fois. Tu as le temps de gagner 3 fois l'euro million pour que ça se produise. Ça, vous prenez un gars, vous calculez la probabilité qu'il gagne 3 fois d'affilée l'euro million. D'accord? 3 fois d'affilée l'euro million. Vous avez l'euro million, là. La probabilité que tu gagnes 3 fois d'affilée l'euro million est très inférieure à ça. Donc, miser sur une possibilité qui a ce nombre de chances, cette probabilité de se produire, c'est miser comme si tu me disais, Serge, prenne-moi de l'argent. Je vais gagner 3 fois d'affilée l'euro million. Si quelqu'un vient vous prêter de l'argent en vous disant ça, vous n'allez jamais lui prêter de l'argent. Hein, on est d'accord, hein, Audma, hein? Est-ce que tu prêterais l'argent à quelqu'un qui te dit je vais jouer le super, comment on appelle le super loto, là, on voyait la publicité aux États-Unis, là, le super loto là, aux États-Unis. Non, jamais. Bah voilà, c'est ça, 10 puissance moins 500. Donc ça dit que tu as le temps. Bon, j'exagère, hein, j'ai dit 3, mais je crois que tu as 10 fois le temps de gagner. Tu as le temps, vous calculez la probabilité de gagner l'euro million 10 fois.
on est inférieur à ça. Donc la probabilité que Elecam publie des vrais chiffres et on retrouve ça, c'est inférieur à 10 puissance moins 500. Je vous ai donné la démarche, hein, n'importe qui peut aller calculer. Donc moi je peux pas calculer ça à la main, quoi. Ça je peux pas la calculer à la main. Parce que regardez ce que ça fait. Tu te trouves des gros factoriels et tout, la calculatrice ne sait pas faire. La calculatrice ne sait pas faire, quoi. Donc je peux pas faire ça à la main. Donc j'étais obligé de le faire avec la machine. Mais regardez bien, hein, je peux très bien laisser la feuille, vous faites une capture d'écran, vous allez donner à un statisticien, vous dites, est-ce que ce qu'Anango raconte tient la route? Je vous laisse le temps, en fait. Allez-y, faites une capture d'écran. Et je viens là, si votre statisticien dit, il raconte de la merde, vous venez m'écrire en privé, vous dites, il demande un live avec toi, je me mets en live avec lui quand il veut. Quand il veut, les gars. Donc voilà. Donc il y a très peu de chances que le score soit renversé. Et donc typiquement, ce que je viens de faire là, c'est aussi un test qui permet de vérifier la cohérence des résultats qui sont affichés. Si à la fin, le score de Thiro est inférieur à celui de Paul Biya, bah en fait, on est en train de dire, je suis pas, vous avez bien vu, hein, ça ne veut pas dire que la probabilité c'est 0. Attendez là, merde, le truc là. Le fameux puzzle du TikTok là qui casse les couilles, merde. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est 0. On est en train de dire que c'est 10 puissance moins 500. Tout de même que la probabilité que Audemars gagne 3 fois d'affilée l'euro million les 3 prochaines semaines, bah, n'est pas nulle. Hein. Mais les gars, personne ne misera dessus, quoi. Donc, si vous misez en disant que ce résultat est possible, vous êtes irrationnel. Vous êtes un givré de la sève, les gars. Vous êtes un taré. Vous êtes un malade. Vous êtes une grosse giclure, en gros, quoi. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, comment on fait pour détecter la fraude? Donc, vous savez, même si on n'a pas encore compté tous les bureaux de vote, les 600 PV, les 600 bureaux de vote et les 100 000 votes permettent déjà de conclure. Pardon. Permettent de conclure. Maintenant, 6 soupçons de biais, bah, il faut modéliser les biais régionaux, introduire une hiérarchie bayésienne, modèle à multiniveau, ajouter les incertitudes. Bon, ben là, voilà, je vous donne les arguments que vous pouvez utiliser contre moi. Donc, si quelqu'un soupçonne qu'il y a un biais, ben, qu'il travaille ces trois-là. N'allez pas dans tous les sens. Hein. Je vous dis, vous voulez me dire que j'ai des biais, c'est ça qu'il faut travailler. Donc, faites une capture d'écran et vous allez voir un statisticien avec, les gars. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Maintenant, tout ceci est basé sur quoi? Sur ça, la loi Law of Large Number. Ça, c'est la loi des grands nombres. Quand on répète plusieurs fois une observation indépendante, la moyenne des résultats se rapproche de la vraie moyenne. Donc, ça veut dire que même si je ne connais pas la vraie moyenne, je sais qu'elle est proche de la moyenne des résultats que j'ai obtenus. Et je sais quantifier de combien ça peut s'éloigner. Ça, c'est la loi. On peut utiliser la loi normale, mais on peut, si on ne veut pas être très précis, utiliser les inégalités de bien-aimé Chebyshev, dont on va en parler tout à l'heure. Vous avez le théorème central limite. Même si les données de départ suivent diverses lois, la moyenne de l'échantillon va suivre une loi, une courbe en cloche. C'est la loi de Gauss, la loi normale. Et la loi de Gauss, on la maîtrise parfaitement. Tout le monde la maîtrise comme son slip. Et donc, avec la loi de Gauss, vous pouvez faire des prédictions exactes. Voilà. Vous avez aussi un théorème très intéressant qu'on n'en parle pas assez souvent, qui est très utilisé par les sondeurs, c'est le théorème de Slutsky. Si on combine plusieurs estimations fiables, bah, le résultat combiné reste fiable. Vous voyez? Si je prends 600 bureaux de vote, supposons que je prends 50 bureaux de vote fiables, ça c'est les premiers calculs que j'avais fait au départ, et ben le résultat, même avec 600 bureaux de vote, ça reste fiable. Voilà, c'est la somme. Et ça se traduit comme ceci. Hein. Si xn converge en distribution vers, si une suite de variables xn converge en distribution vers x, et une variable yn, une suite de variables yn, quand vous voyez xn, ça veut dire une suite, converge en probabilité vers un nombre c, ben, la somme des deux va converger vers x plus c. Voilà, c'est le théorème de Slutsky. C'est ça qui permet de prendre plusieurs sondages, d'utiliser ça pour prédire. Si chaque sondage est fiable, la métadonnée sera fiable. Théorème de Slutsky, ce n'est pas intuitif. Ces théorèmes ne servent pas qu'à prédire, mais aussi à détecter les anomalies. Si la distribution viole les lois de probabilité, par exemple, trop de 100%, pas assez de variance, alors ça, c'est souvent le signe d'une manipulation. Je recommence. Ces théorèmes ne servent pas qu'à prédire, mais aussi à détecter les anomalies. Si les distributions violent des lois de probabilité,
Par exemple, on trouve trop de 100%, pas assez de variance, pardon. C'est la preuve. Alors, en statistique, on va dire, c'est souvent le signe. Hein. On dit c'est la preuve, mais bon, c'est pas. Comme étant donné qu'il y a une probabilité de cela, mais c'est souvent le signe d'une grosse manipulation. Et c'est avec ça qu'on prouve, qu'on a prouvé, hein, c'est avec ça qu'on a prouvé les fraudes en Ukraine. J'ai tapé sur Internet pour chercher à savoir si, quand est-ce qu'on a utilisé les statistiques pour prouver les fraudes. On a utilisé les statistiques, notamment les théorèmes que je vous ai présentés, pour essayer de prouver la fraude en Ukraine, en Russie, en Iran et dans d'autres pays que je n'ai pas cités en fait. Hein. Voilà. Toutes ces lois-là ont été utilisées aux côtés de la loi de Benford et de la loi de Chebyshev. Maintenant, je vais vous expliquer un peu la loi de Benford. La loi de Benford dit que les données scientifiques, naturelles, financières, tout, c'est-à-dire les chiffres c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 en fait, jusqu'à 9 pardon. Elle dit, ces chiffres n'apparaissent pas par hasard. D'accord? Et surtout en première position. Ça, c'est la loi de Benford. Les chiffres n'apparaissent pas par hasard, mais ils n'apparaissent surtout pas par hasard en première position. Les petits chiffres apparaissent plus souvent que les grands chiffres. Notamment, probabilité que le premier chiffre soit égal à D suit une loi qui s'appelle la loi qui est... donc, sa probabilité, c'est log de 1 plus 1 sur D. Ici, log, c'est le logarithme décimal, ce n'est pas le logarithme népérien. Et donc, ça donne que la probabilité que le premier chiffre soit 1, c'est 30%. Probabilité que le deuxième chiffre soit, le premier chiffre soit 2, c'est 17,6. Probabilité que le premier chiffre soit 3, c'est 12,5. Probabilité que le premier chiffre soit 9, c'est 4,6. Voilà, ça c'est la loi de Benford. En application, on prend les résultats électoraux, nombre de votes par bureau, blablabla. Par exemple, je prends 487, premier chiffre égale 4. On compare avec la fréquence observée, on compare la fréquence observée avec la fréquence prédite par la loi de Benford. Si les chiffres s'écartent fortement, c'est aussi le signe qu'il y a une grosse manipulation. Attention, je vous ai dit tout à l'heure, elle ne détecte pas toutes les fraudes puisqu'elle va souvent signaler des faux positifs. C'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas l'utiliser seul. C'est un des outils, mais c'est un outil qui doit être redondant avec d'autres. Dès que tu soupçonnes avec Benford, ben maintenant tu dois aller chercher avec Chebyshev. Oui, c'est des termes que vous ne maîtrisez pas, les gars. Les Russes, ils ont quand même travaillé. Hein. Tous les Russes ne ressemblaient pas à Poutine. Voilà. Donc, c'est une inégalité probabiliste qui dit que c'est une égalité probabiliste générale qui dit que pour toute distribution, même des distributions non normales, la borne minimale sur la probabilité qu'une variable s'éloigne de la moyenne, en fait, pardon, elle va donner, c'est une inégalité qui va donner une borne minimale sur la probabilité qu'une variable s'éloigne de la moyenne. Donc, l'inégalité des bien-aimés de Chebyshev, je me rappelle la première fois que j'ai vu ça en deuxième année, ça m'avait impressionné, j'avais rien compris, je ne savais pas à quoi ça servait. Et puis après, en travaillant un peu plus, j'avais fini par comprendre à quoi ça servait, mais au départ, un des exercices qui nous avait été donné, c'était de la démontrer par le père Kiki Maxime. Je crois qu'il enseigne à lycée à Kiki Maxime. Donc, P de X moins mu supérieur à K sigma est inférieur à 1 sur K au carré. En gros, ça veut dire que la probabilité que la variable s'éloigne de la moyenne, la valeur absolue, c'est l'éloignement par rapport à la moyenne. La probabilité que cet éloignement-là soit supérieur à K fois l'écart type est inférieur à 1 sur K au carré. En gros, ça se traduit par quoi? C'est-à-dire qu'en gros, la probabilité que tu t'éloignes de la moyenne de 2 fois l'écart type, c'est inférieur à 25%. C'est la borne. Ça ne veut pas dire que c'est 25%. Hein. Parfois, ça peut être très loin de ça. Parfois, ça peut être 1 centième. Mais en gros, Chebyshev te dit juste que c'est inférieur à 25%. C'est une inégalité, en fait. Il te dit que c'est inférieur à 25%. Donc, ce n'est pas fiable à tous les coups, mais dans les processus électoraux, c'est fiable. Il y a beaucoup de cas de figure où, si tu veux savoir avec précision, c'est pas ça, mais tu veux savoir s'il y a un truc suspect. Par exemple, tu trouves plusieurs bureaux de vote où on s'éloigne de 2 fois l'écart type. Si tu trouves par exemple 40%, bah, tu sais qu'il y a fraude, man. C'est impossible. C'est un théorème, les gars. Hein. Ça veut dire que c'est impossible de dépasser 1 sur K au carré. Donc, si tu as plusieurs bureaux de vote, si tu as 40% des bureaux de vote où on s'éloigne de mu, de 2 sigma, tu es supérieur à 25%, tu t'es planté. Le théorème de Chebyshev dit que tu es nécessairement inférieur à 1 quart. Mais ça ne te dit pas quelle est la probabilité d'être supérieur à 2 sigma. Ça peut se calculer, notamment avec Gauss, on sait calculer. Avec la loi binomiale de Newton, on sait calculer. Avec les lois log normales, on sait calculer. Avec pas mal de lois, on sait calculer. Mais ça vérifie tout ça. Donc ça, c'est simplement une inégalité encadrante. Donc P de X moins mu supérieur à 3 sigma, inférieur à 1 neuvième, c'est-à-dire 11%.
Donc, on peut utiliser l'inégalité de Chebyshev pour détecter des bureaux de vote où les résultats sont extrêmes. Détecter un candidat qui fait 99% dans un bureau de vote, alors que nationalement, il a fait 20% avec une faible variance. Tu as une distribution avec une faible variance, et tu as un candidat qui t'explique qu'il a fait 99% dans un bureau de vote. C'est un événement très peu probable. Maintenant, prenons le cas de l'élection en cours. On applique ça sur la loi, on applique ça sur les abstentions. Donc ça, c'est là où on va chercher les fraudes, les gars. Donc j'indique ici, hein, pour tous ceux qui vont essayer de traquer les fraudes, ne vous cassez pas la tête sur les résultats de Paul Biya. Allez dans l'abstention. C'est là-bas que vous allez pouvoir détecter la fraude facilement. Dans la plupart des bureaux de vote qu'on a reçus, le taux d'abstention est autour de 40%. Donc, taux d'abstention, voilà, 65% avec un écart type de plus ou moins 5%. Donc, on est dedans. Un bureau de vote. Imaginez donc maintenant un bureau de vote très favorable à Paul Biya. Parce que pour qu'il soit favorable, il faut que la participation soit forte. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Imaginez un bureau de vote où Paul Biya, où il y a eu 88% de participation et Paul Biya a gagné là-bas quasiment à 95%. Eh bien, pas de problème, calculons la probabilité maximale, hein, calculons le maximum de probabilité, la probabilité maximale d'un tel événement. Eh bien, on va simplement faire 98 moins 65 mu. Ici, c'est 65%. 98, c'est la variable observée, ça dit 98 dans un bureau de vote. Vous divisez par l'écart type 5, on trouve ici 6,6. Donc, 98 moins 65 égale à 6,6 sigma. Eh bien, l'inégalité de Chebyshev te dit ceci. Probabilité de x moins mu supérieur à 6,6 sigma est inférieure à 1 sur 6,6 au carré. En gros, 0,023, c'est-à-dire 2,3%. Logiquement, vous ne devriez pas trouver plus de 2,3% des bureaux de vote où Paul Biya fait, où vous avez plus de 2,3% de bureaux de vote, où vous avez 100% de participation. C'est impossible. Donc déjà, si vous tombez sur pas mal de bureaux de vote très favorables à Paul Biya, où il a gagné les 100%, vous savez directement qu'il y a fraude. Quand je vous dis c'est une inégalité, ça veut dire qu'il n'y a pas, que la probabilité d'être supérieure, c'est 0. Hein. Probabilité d'avoir ça supérieur à ça, en réalité supérieur à 2,3, c'est 0. C'est un théorème, hein, le théorème de Chebyshev, les gars. C'est un théorème. Et je vous ai dit, il te donne la probabilité max. Il ne te donne pas la vraie probabilité. Si vous utilisez la loi normale, vous allez remarquer qu'ici, on est parfois à 10 puissance moins 5. Quand vous êtes à 6 sigma, vous êtes à 10 puissance moins 5. Donc, vous voyez bien que 10 puissance moins 5, c'est inférieur à 2,3. Donc, ça vérifie. Donc, ce n'est pas un truc qui va te permettre de savoir la valeur, mais qui te permet de savoir est-ce qu'on a dépassé le seuil d'inégalité. C'est pour ça que je vous dis, tous les statisticiens qui ont Cameroun, je ne sais même pas à quoi ils servent, les gars. Franchement, vous êtes des couillons. Vous n'avez pas de couilles, les mecs. Vous pourrez tous vous lever comme un seul homme et dire, nous, l'association des statisticiens du Cameroun, on trouve ces résultats normaux. Donc, ce taux de participation a maximum 2,3% de chance de se produire. Il me suffit de trouver un score, 3%. Il me suffit de trouver 3%, une proportion de 3% pour invalider. Logiquement, dans toutes les instances internationaux, si je présente cette inégalité-là, et je démontre que dans la population, dans les résultats de Paul Biya, on a plus de 3% de bureaux de vote où on est supérieur à 6,6 sigma, sous réserve, bien évidemment, qu'on a acquis que les 600 bureaux de vote soient représentatifs et que j'ai démontré la représentativité, hein, c'est pas compliqué de la démontrer, c'est des bureaux en sortie d'une avec des scrutateurs, ce que Chioma Bakary a. Voilà, avec des scrutateurs en sortie d'une, donc c'est représentatif, il n'y a même pas de débat là-dessus. Si vous trouvez plus de 3% de bureaux de vote où on a dépassé les 100%, on a à peu près 98% de taux de participation, évidemment, pour faire gagner Paul Biya à 100% dans ces endroits-là et lui donner des chances de gagner, vous savez qu'il y a eu fraude. C'est la preuve qu'il y a eu fraude. C'est une preuve. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat sur la question, c'est une preuve. Hein. Et dans la démonstration, c'est à peu près ça. Comme je vous ai dit, ça part de l'inégalité de Markov. Voilà, vous faites un calcul intégral. Vous tombez que l'inégalité de Markov, c'est ça. Probabilité qu'une variable aléatoire soit supérieure à un nombre A, c'est l'expérience de la variable aléatoire inférieure à A. Pour partir sur une inégalité de Chebyshev, si on vous propose la démonstration, ça veut dire qu'on ne peut pas la contredire. La démonstration, ça veut dire vrai en tout temps. Donc, vous prenez cette variable aléatoire-là, vous appliquez l'inégalité de Markov, et vous en arrivez là. Vous arrivez donc à la conclusion que c'est ça. Voilà. CQFD, donc j'ai fini. Donc, ici, dans les deux lois qu'on peut utiliser pour démontrer les fraudes, inégalité Bien-Aimé-Chebyshev et loi de Benford. Voilà. Si les chiffres bizarres, si les chiffres apparaissent, la fréquence d'apparition des chiffres 1 dépasse celle que prédit la loi de Benford, c'est un signe fort de fraude. Maintenant, à vous, mes chers amis, de commenter ce qui vient de se passer.
Bon, moi, je vais dire, en fait, voilà, c'est très bien que tu présentes ça parce que ça donne, voilà, un outil pour, voilà, pour ceux qui sont un peu, voilà, qui sont un peu intéressés et qui maîtrisent, qui comprennent, en fait, ce que tu fais pour, voilà, voilà, être sûr, voilà, de façon scientifique qu'il y a eu fraude. Et donc, moi, je n'y avais pas pensé, mais du coup, oui, du coup, là, faudra voir les chiffres qui vont sortir et voilà, on pourra utiliser Ouais, ça pour surtout que ces prouver, gars-là, Ca- surtout que ces gars-là, en plus, j'en merci. suis sûr que juste parce qu'ils sont malhonnêtes, ils sont capables de dire non, c'est n'importe quoi, alors que en fait, la méthode que Anongo il explique très bien, bah en fait, ces mecs-là, même dans la vie de tous les jours, parfois ils peuvent l'appliquer. Enfin, c'est sans le savoir, tu vois. Par exemple, même quand tu veux, on t'entend pas Anongo, par contre, tu as le micro. Tu sais, même par exemple, quand tu veux, je sais pas, tu recherches un hôtel ou tu recherches quoi que ce soit d'autre, tu sais, tu veux aller à un restaurant, peu importe, c'est souvent tu regardes les étoiles, quoi. En fait, généralement, si tu vois que 90% c'est des bons avis, ou ben tu te dis quand même que c'est beaucoup moins probable qu'il t'arrive une connerie, quoi. C'est pourquoi tout le monde, pourquoi autant de gens auraient mis un bon avis si jamais. C'est tout à fait ça, mon cher Iron. Les gens l'utilisent tous les jours, sans le savoir. Et quand on l'utilise à plus grande échelle pour prédire un résultat, ah non, 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 ça ne marche pas, les gars. Voilà. Donc, mais j'ai observé, j'ai observé que la plupart des sardinats, ils sont un peu résignés. J'ai eu une personne là qui a essayé toute l'après-midi de m'expliquer que oui, sachez que les nordistes n'aiment pas les Bamileke. Quand vous le soutenez comme ça, les nordistes n'ont jamais. En fait, ils sont maintenant en train d'essayer de nous avoir par le sentiment. Ne baissez pas la garde, les amis. Ils ont commencé, ils étaient arrogants, non? Ils menaçaient, non? Maintenant qu'ils voient que c'est en train de cuire sur eux, les gars, 2025, c'est pas 2018. On va, on va pouvoir prouver votre fraude. Je vous ai dit la dernière fois que, et je le dis depuis 2018, et que c'est l'erreur de Maurice Kamto, 2000 bureaux de vote suffisent à décider de l'issue du scrutin. Vous avez plein de bureaux de vote avec 50 personnes. Qu'est-ce que ça compte, mon ami? Vous avez plein de bureaux de vote avec 50 personnes. Ça ne sert à rien. Ça veut dire, même parfois, dans certains cas, on n'a pas besoin. Vous voyez bien que dans ce cas de figure, moi, j'ai utilisé plusieurs façons de vous prouver que la fraude, tous convergent. C'est-à-dire qu'on utilise. J'ai même essayé de modéliser l'autre jour le modèle de chaîne de Markov. Le modèle de la chaîne de Markov, c'est par exemple de prédire les positions à un instant T donné à partir de la position d'aujourd'hui. Par exemple, il fait beau aujourd'hui, on a trois états, soleil, nuage, pluie. Donc j'ai les trois états initiaux, j'ai la matrice de transformation de Markov. Je peux avec ça affecter des probabilités aux trois événements demain. J'ai fait la même chose avec la probabilité que les gens changent d'avis. C'est-à-dire que pour modéliser le vote utile, en fait, et regarder où ça converge et ça stabilise. Avec donc, le modèle de Markov, hein, donc vous avez les matrices de passage et tout. Quand vous faites mouliner au bout de 4 itérations, on converge autour de 60% chez Chiroma. En fait, évidemment, j'ai forcé au départ, puisqu'on a des données qui nous disent, j'ai dit, donc les gens ont fait un vote utile en faveur de Chiroma. Je ne vais pas aller supposer que les gens ont fait un vote utile en faveur de Cabral Libi, alors que tous les sondages, on a Cabral Libi. Cabral Libi lui-même reconnaît que qu'il a foiré. Donc, je suis parti du principe qu'un candidat de Paul Biya, il a 98% de chances de voter pour Paul Biya, 2%, 1% de chance de voter pour Chiroma et 1% de chance de voter pour une autre personne. Un candidat de Cabral, ainsi de suite. J'ai fait la modélisation et tout, en appliquant qu'un candidat de Chiroma a 100% de chance de voter pour Chiroma. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui veut voter Chiroma, le lendemain, il sera piqué par la grâce, il va aller voter Paul Biya. C'est mort. D'ailleurs, les gens ont mangé la sardine, ils sont allés voter Chiroma. Donc, en faisant cette modélisation de façon rationnelle, quand on fait toujours une hypothèse, il faut toujours que l'hypothèse soit rationnelle. Vous ne pouvez pas faire l'hypothèse de n'importe quoi. Si pour que votre hypothèse soit vraie, il faut qu'un événement qui a 10 puissance moins 500% de chance de se produire soit vrai, ben ça dit que vous n'êtes pas rationnel. C'est ce qu'on appelle, vous violez ce qu'on appelle le principe, merde, le principe de parcimonie. Voilà. L'hypothèse la plus prosaïque, vous devez choisir l'hypothèse la plus prosaïque. Tu peux pas dire, bon, écoute, je suppose que le dé que tu as en main, c'est un dé pipé avec le barycentre positionné à tel endroit, que cet événement a 10 puissance moins 50% de chance de se produire. Tu ne peux pas le justifier. Alors que quand tu fais une hypothèse de départ, tu dois pouvoir la justifier. Tu dois pouvoir la justifier au départ. Donc, tu dis quoi? Ah non, pas du tout. Manipulation. Tu sais, le communiqué qu'on a vu tout à l'heure, Attends, Platine me montre un communiqué le là. communiqué que tu dis ça, Chiroma a publié tout à l'heure en disant que seul maintenant lui et son Hum, communicant peuvent communiquer. ouais.
Celle-là, ça a giflé, le docteur là en train de voir plutôt le côté négatif en disant que oui, vous l'avez aidé à voter, maintenant il vous exclut en Mais fait. elle est débile. Tu Faut vois, pas elle a vu prendre. plutôt le mauvais côté. Faut pas. Oui, Non, mais donc c'est une Issa, débile, c'est une il faut débile. annuler parce qu'il peut pas voir le côté où Issa Chiroma pense qu'il peut avoir des gens qui sont corrompus pour venir Non, mais voter je pense que, contre comme je te dis, les mecs essaient d'éviter les erreurs de 2018. C'est-à-dire que, voilà, au moins, là où tu dis que tu as gagné, tu as les preuves de là où tu as gagné, et tu montres que là où tu as gagné, ça suffit pour décider. En fait, première étape, t'as les résultats dans les endroits où tu prétends avoir gagné, tu as la preuve de cela. Et deuxième étape, tu démontres que ces endroits-là sont suffisants pour conclure sur la fin du résultat. Voilà, c'est tout. Le but, c'est quoi? C'est que Paul Biya soit derrière Chiroma. On s'en fout en fait du score. C'est-à-dire que tu demandes que ces résultats montrent qu'il est impossible que dans le reste du Cameroun, tu viennes changer l'ordre. L'ordre ne changera jamais. Et ça, les statisticiens européens le comprennent, les instances internationales le comprennent. Bizarrement, en Noirie, camerounaise, ils ne comprennent pas. Et Serge, j'ai vu le post d'un, ouais, on va dire, voilà, je crois apparemment, il fait partie de la magouille, qui explique qu'en fait, lui, vous êtes trop agité. En fait, c'est Cabral et Paul Biya qui se talonnent, voilà, à la première place. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc, je sais pas si ça te fait, mais bref, voilà, et voilà, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. La première place, c'est vraiment entre Paul Biya et Thierry, bon, et Thierry, de très loin, comment on le prouve avec les trucs. Donc voilà, donc parler de Cabral entre deuxième et premier, c'est hallucinant, quoi. Je sais pas d'où ça sort. Et je sais pas si tu as aussi vu, parce que tu parlais justement d'une méthodologie. C'est pour ça que je disais justement que quand je faisais ça en mettant les bonnes hypothèses, je suis arrivé que le score de Chiroma, le score de Paul Biya s'est stabilisé autour de 25%, et le score de Chiroma s'est stabilisé autour de 30%. En faisant Ouais. deux fois. Donc tu prends, en fait, c'est un truc comme ça là. Tu as P, Chiroma et autres. Tu vois? Tu as un vecteur sur matrice comme ça. Tu as la matrice ici avec les éléments A11, B11, C11, vu qu'il y a trois états. A12, B12, C12, A13, B23 et C33. Voilà. Donc, à l'origine, en sortie, ça te donne P1, T1 et A1. Voilà. Tu as une matrice de ce type-là. Donc, moi, j'avais fait ça, j'ai laissé ça au bureau. Donc, je n'ai pas le calculer moi. C'était un truc de ce genre. Tu prends? Ça, c'est l'état initial. Au début, tu as une proportion de Biya, P, T, T. Ici, là, en fait, ces éléments, tu les remplis comment? Ça, c'est Biya. Un candidat de Biya. En fait, pour chercher les éléments ici, tu les positionnes comme ça là. Tu vas mettre P, T, A, tu mets P, T, A. Voilà. Ça te donne ça, ça, ça. C'est le modèle de la chaîne de Markov. Hein. C'est le modèle de chaîne de Markov. Voilà. Tu considères que quelqu'un, un Sardina, il a quoi? 0,98% de chance de voter pour Paul Biya. Un candidat pour Chiroma, bah, il a 0,91% de chance de voter pour Chiroma. Et le candidat pour les autres, 0,99. Tu t'en fous en fait, parce que tu pars du principe que voilà. Maintenant, tu cherches les possibilités que ça change. Tu cherches les probabilités que ça change. Donc ici, un candidat de Chiroma, quelles sont ses chances de voter pour Paul Biya? Bah, quasiment zéro. Bah, tu mets 0,01. Un candidat pour Chiroma, quelles sont ses probabilités de voter pour Cabral Libi? Bah, 0,01. Tu fous ça là comme ça. Et ici, c'est pareil. Donc tu remplis ici avec des 0,01, 0,01. 0,02 là, 0,05. Ça se justifie facilement en fait. Hein. Je ne me rappelle plus les chiffres exacts. Voilà. Cette matrice-là, ces éléments-là, c'est ça que tu vas mettre ici. Voilà. Et donc, à l'origine, ici au départ, tu as le score. Tu as un score de Paul Biya que tu vas mettre, je ne sais pas moi, à 70%. Tu as un score de Paul Biya, non pas à 70%, j'avais mis le score à 30%. 30% le score de Paul Biya. Chiroma, tu le mets un score à 20%. Et A, tu mets le score à 50%. Voilà. Je n'ai pas mis les bons chiffres ici. Hein. Les bons chiffres ici, c'était un peu plus rationnel dans le sens que le vote utile faisait que un électeur de Cabral, les électeurs des autres, ils avaient moins de chances. Par exemple, ils avaient 50% de chances de voter pour leur candidat, quasiment 40% de chances de venir voter Chiroma Bakary, ou 49% de chances de voter Chiroma Bakary, et 0,01%. C'est ces éléments-là qui faisaient que quand tu faisais mouliner la matrice deux fois, tu te retrouvais avec un score qui se stabilisait ici autour de 20%, 60% et 20%. Voilà. Donc même avec le modèle de Markov,
on trouve que le vote utile, quand vous le modélisez avec des bonnes hypothèses, après les gens peuvent dire que j'ai choisi des hypothèses qui m'arrangent. Hein. Bah, je me suis inspiré des échantillons, c'est tout. Je me suis inspiré des échantillons. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez cohérent que le score de Chiroma soit si haut. Donc, tout converge vers le fait que non seulement Chiroma a gagné, tu utilises n'importe quel type d'outil statistique, d'outil mathématique. Ça, c'est une autre façon d'appréhender le sujet. Et si vous voulez, je pourrais le développer demain. Hein, je peux le développer demain. Ou je pourrais le développer demain. Tu arrives à la conclusion que la stabilité, c'est là. C'est-à-dire que quand on parle de convergence, ça veut dire là où ça ne change plus. Tu vas multiplier ça par la matrice qui est là, tu vas toujours obtenir quelque chose qui est proche de ça. Tu multiplies par la matrice, tu obtiens quelque chose qui est proche de ça. Ça veut dire que tu as convergé. Donc tu pars de 30, 20, de 50, et tu converges, la stabilité se retrouve ici à peu près. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc je vous donne tous les éléments là depuis. Partagez à vos familles pour détecter la fraude et donc de ne pas laisser le tour si vous ne laissez pas. Voilà, c'est tout. Okay, tu me dis, toi, tu es loin de la réalité. Mais ça, c'est un argument scientifique, ça, Raymond. Quand tu dis, toi, loin de la réalité, c'est un argument scientifique. Non, justement, c'est ça que les Camerounais ont fait depuis 43 ans. D'accord? Nous sommes allés, comme tu as dit, par les sentiments et non pas par les preuves. Là, en 2025, nous souhaiterons fonctionner par les preuves. D'accord? On ne veut même pas se baser sur Brenda Biya a dit que ou les éléments comme ça. Ok? On veut les faits. Donc les faits disent, selon les calculs, qu'il est possible de déterminer qui est le vainqueur de cette élection. Ben, même si que le candidat ne semble pas vous plaire, pour la majorité, il plaît bien à ceux qui l'ont élu, qui l'ont voté. Donc, juste accepter la défaite, les gars. C'est quoi? Je comprends pas. C'est ça, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Ben, c'est ça. Voilà, tu as fait 43 ans, c'est déjà pas mal. Franchement, tu as fait 43 ans. Mais c'est ça, c'est déjà pas mal. Ah oui, il voilà. reste dans le record Guinness parce que c'est le plus long président qui est pu rester au pouvoir aussi longtemps dans un pays. Donc, maintenant, on veut passer à autre chose. D'accord? Et les votes nous le démontrent que les Camerounais sont prêts pour le changement. Donc, laissons place. Moi, je laisse tomber cette affaire parce que moi, j'avais pas cet élément, hein, qui était possible de déterminer le vainqueur avant les résultats finaux. Donc, mais moi, ils ont intérêt. Tu sais, hein, oui. ils ont intérêt à ce que les Camerounais ne le sachent pas. C'est normal. Je te dis encore une fois, j'ai été le premier à l'introduire dans l'élection au Cameroun. Je peux m'en vanter. En 2018, le seul qui défendait la victoire de Kamto en se basant sur des statistiques, c'était moi. La seule différence qu'il y avait entre 2018 et aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de couillons qui disent, tu as dit que Kamto a gagné, maintenant qu'est-ce qui prouve que tu as raison? Non, Kamto, j'avais pas les données. Kamto était venu, il avait fait des déclarations, il a dit, j'ai gagné à tel endroit, j'ai gagné à tel endroit, j'ai gagné à tel endroit. J'ai juste calculé la probabilité que ces propos soient vrais. Est-ce que j'ai juste calculé la probabilité que je suis parti, enfin, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Je suis parti de l'hypothèse Platini. C'est la vidéo quand on citait où il avait gagné. Voilà, Platini a retrouvé la vidéo là. En fait, il a déclaré, j'ai gagné à tel endroit, j'ai gagné à tel endroit, j'ai gagné à tel endroit. J'ai positionné sur une carte et j'ai calculé la probabilité que, ayant gagné à cet endroit-là, tu aies pu gagner à l'essai national. Et il avait les preuves. Je pense pas qu'un gars qui n'a pas les preuves. Et voilà, et donc j'ai dit, s'il a les preuves de ça, il a raison de dire qu'il a gagné. C'est ça que j'avais dit en 2018. Maintenant, tout le monde a pris mes propos. Oui, Serge a prouvé que comme tu as gagné. Bon, ben évidemment, j'ai laissé faire. Hein. J'allais pas aller contredire chacun pour dire non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Mais mes propos étaient très clairs, basés sur ces hypothèses qui, s'ils sont vérifiées, si ces hypothèses sont vérifiées, il a raison de dire qu'il a gagné. C'est tout ce que j'avais dit. Mais comme je n'ai jamais eu accès à ces données-là, on m'a demandé, je suis désolé, je n'ai pas les données. Non, mais aujourd'hui, quand j'analyse un peu, hein, je me dis que si Kamto venait déclarer ça devant la Cour constitutionnelle et qu'il avait l'espoir qu'il demandait à avoir accès à ça, il n'aurait pas menti puisqu'il a un avocat. Oui. Bon, nous, on veut avoir l'accès. Mais moi, je te parle, moi, pour être sûr que ce que je dis est vrai, il aurait fallu que j'ai les données. Et là, la différence avec Chiroma, c'est qu'en matière de données, on est plutôt riche. Hein. On est plutôt riche, quoi. Justement, Mamadou Mota a fait ce qu'ils n'ont pas fait en 2018. Le gars, ils ont tous les preuves qu'ils avaient dénoncées là, ils ont partagé ça sur leur page. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que les giclus qui disent où sont les PV? Ben, allez d'abord regarder les PV qui existent, connard. Vous allez vous dire qu'il y a un PV, il y a plein de PV. Je vous dis, il y a plus de 2200 PV qui traînent sur Facebook. Je ne vous parle même pas de ceux qu'on a attrapés à Tchang dans la poubelle là, je ne compte même pas ceux-là. Je vous dis, il y a plus de 2200 PV qui traînent sur Facebook, publiés, machin. Vous êtes allé regarder. Non, vous n'êtes pas allé regarder. 2200 PV, vous ne regardez pas. C'est 31 000 PV que vous allez regarder. Bande d'abrutis, va.
Ben, vous voyez le talent de comme Serge Anango, ça c'est ce qu'on a besoin demain au Cameroun. On a besoin des gens comme Serge Anango pour nous aider à développer le Cameroun. Parce qu'on aimerait bien. Vous voyez, on ne parle pas. Vous parlez que vous aimeriez voir le Cameroun comme Dubaï. Ben écoutez, Dubaï, ça s'est pas construit, voilà, avec du sable. Hein. Ça prend des personnes avec un cerveau qui sont capables de émettre des plans des projets. Les projets de société et faire la réalisation de cela. Vous comprenez? Ça prend pas juste une pelle et du sable et on fait des parpaings. Non, ça prend des gens qui sont capables de calculer les risques de les faire, voilà, qu'il n'y ait pas des inondations, pour que les bâtiments commencent pas à se casser, l'entretien. On a besoin de ça. Mais si vous voulez que ce Cameroun-là puisse changer, si vous voulez vraiment un changement au Cameroun, on ne dit pas que ça va se faire de claquement d'un doigt, mais si vous êtes prêt je peux dire, au mouvement, à la mouvance politique, mais je pense qu'il est temps d'accepter que Paul Biya, il les a perdu les élections. On est prêt à faire la page, à tourner la page, parce que auparavant, personne s'y intéressait au calcul que Serge Anango vient de nous dire là. Et on se préoccupait plus de qu'est-ce que le code électoral nous dit. Tu n'as jamais, et je peux soupçonner, hein, je sais, il y a quelqu'un qui dit là en commentaire, invitez-moi à Endurance, qui dit je suis un bavard. Je vais même faire le coup du venteur. Je pense que je suis un de ceux qui a poussé les politiciens à aller vers les statistiques. En 2018, le terme statistique, prédiction, ça ne faisait partie du langage de personne. Personne ne disait que j'ai des données qui me permettent de faire. Personne n'a parlé de ça en 2018. Puisque moi, je ne le savais pas avant aujourd'hui, avant hier, avant 2 jours, avant vendredi, je ne savais pas qu'il était possible. Depuis que je vote, je ne savais pas. Moi, j'ai toujours attendu le lendemain pour connaître qui était le vainqueur ou, je ne sais pas, moi, ici au Canada, je pense que c'est 5 à 7 jours. Donc, voilà, on a une information qui est extrêmement urgente à savoir. D'accord? Peut-être vous, entre vous, les RDPCistes, peut-être que vous n'en avez aucune idée, mais ouvrez un peu soyez ouverts d'esprit, en fait. Mais il y a quelqu'un qui me dit contacte lors des statistiques. Je suis désolé, c'est des adultes. Ils sont vaccinés. Mais je sais que les statisticiens camerounais, c'est un statisticien sardinard. Oui, vas-y, monsieur Endurance, je t'écoute. Tu as dit que j'étais trop bavard, donc tu as quelque chose à remettre en cause dans toute l'analyse que je viens de faire. Monsieur, je te pose une question. Réponds d'abord ces propos avant de parler d'autre chose. Tu es monté là parce que tu m'as qualifié de bavard. Donc, bavard, ça dit que je parle pour ne rien dire. C'est ça, être bavard. Parce que si je suis en train de faire des démonstrations, quand un professeur enseigne en classe ou quand un journaliste fait un reportage, on ne dit pas qu'il est bavard. Quand un politicien fait un discours, on ne dit pas qu'il est bavard parce qu'il est en train de faire quelque chose. Le terme bavard, souvent péjoratif, symbolise le fait de parler pour rien. Donc, est-ce que tu peux illustrer ton propos ici? C'est pour ça que tu es monté, Endurance. Si tu as quelque chose à remettre dans mon analyse, je suis preneur. Tu veux que je tourne la caméra, je monte les feuilles, tu me dis où il y a un problème ou pas, Endurance? J'ai aucun problème, hein, d'ailleurs, je vais le faire direct là. Je vais le faire direct. Tu me dis où tu es, voici là où je suis parti. On va dire en tant que grand homme. Bah, je ne sais pas si tu es un grand homme. Déjà, en tant que... Monsieur, ne fais pas de jugement, s'il te plaît. Monsieur, ne fais pas de jugement, s'il te plaît, s'il te plaît. Parle de science. Tu es monté, dis que je suis bavard. Prouve-moi d'abord que je suis un bavard et après tu parleras de moi après. Quelle que soit la personne, considère que je suis le pire des salauds, je suis un idiot, je ne m'assume pas, je suis un lâche. En quoi ça prouve que ceci est faux? C'est ça qui m'intéresse. Donc je te fais gagner du temps. Hein. Tout ce que tu vas sortir comme jugement de valeur, économise-le. D'accord? Économise-le. Tout ce que tu vas sortir comme jugement de valeur, économise. Dis-moi juste où je me suis planté. Sur le sujet des statistiques, j'avoue que tu maîtrises ton sujet. Merci. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour conclure une élection ou pas? Bien sûr. Moi-même, j'ai fait statistique niveau Bac plus 2. Je peux le conclure. Merci. Donc, à quel moment, ce que je suis en train de faire, c'est du bavardage? Non, c'est quand, comme tu es un homme public, un personnage public reconnu, le problème, c'est que des fois, tu t'assumes pas. C'est ça qui tue ton... Je m'assume pas en quoi? Où est le rapport entre le fait de m'assumer et de ne pas m'assumer ici, s'il te plaît? En quoi ce serait important? Monsieur, explique aux 200 personnes là, en quoi ces éléments-là rendent ceci faux. C'est ça que je veux savoir en fait. Je veux pas ton jugement. Il y a quelques mois en arrêt, quand tu t'assumais pas en tant que Tchang. Est-ce que tu penses que ça porte... Merci, je vais t'expliquer. Même au juge, je m'assume pas en tant que Tchang. J'ai honte d'être Bamileke. C'est vraiment une tribu. J'aurais voulu être né Ekan. Je vais même te dire une chose. J'aurais voulu être né blanc. Maintenant, les Ekans n'ont aucun mérite. Ils ont eu un pouvoir sur un plateau. Monsieur, tais-toi, c'est pas ça le sujet. Je te dis tout de suite, j'aurais voulu être blanc, tout ce que tu veux. Maintenant, en quoi ça prouve? Les Ekans n'ont aucun mérite. Moi, je les pisse dessus. Merci. Oui, pisse-les dessus, tout ce que tu veux. En quoi ça rend ceci faux?
Non, mais sur ce sujet-là, moi, j'ai un bac plus 2. Je peux faire des démonstrations. Très bien, très bien. Tu peux faire des démonstrations. On est d'accord. Tu peux faire des démonstrations ou pas? Tu m'as dit? Rappelle-moi comment. Rappelle-moi comment on calcule l'expérience. Rappelle-moi comment on calcule la variance. C'est Jean-Lango. Donne-moi l'écriture. Je vais pas revenir sur les formules. Non, tu as dit tu peux. Quand on dit on peut, ça veut dire qu'on peut le faire. Rappelle-moi l'écriture de la variance. C'est égal à quoi? Variance d'une variable statistique X, c'est quoi exactement? C'est deux mots, c'est deux termes en fait. C'est deux termes, très simple. C'est égal à quoi? Débloque ton micro, tu me dis, j'écris. Variance d'une variable aléatoire X, c'est quoi? C'est deux termes, mon ami. C'est pas très compliqué en fait. Il y a quelqu'un qui dit c'est AYOP. Donc variance d'une expérience statistique, c'est AYOP. Tu es d'accord avec ça, Endurance? Tu es d'accord avec ça ou pas, AYOP? Endurance, c'est quoi la variable? Tu es soumis au boulot. Tu es soumis au boulot. Comment tu peux les encenser? Endurance, tu m'arrêtes tout de suite ces discours-là. Vous m'arrêtez tout de suite ces discours-là. Le mec dit qu'il a honte d'être Bamileke et c'est normal. Oui, mais en quoi ça change ça? Il a le droit de parler et d'avoir des boulots qui stigmatisent toute une population. Reviens sur le sujet, s'il te plaît. Il a le droit de se définir comme il veut. Ne détourne pas du sujet, s'il te plaît. Raoul, je te jure, on pourrait faire des documentaires sur... il s'assume pas. Attends, je te jure, Raoul, on pourrait faire des documentaires sur l'animal dans son état naturel, quand il se sent en danger. Vous mutez les gens quand on est pertinent. Donc, tu es pertinent en disant ce que tu dis, mon ami. Tu es pertinent en disant ce que tu dis. Et lui, il est pertinent en ne pas s'assumant, En ne s'assumant pas. Je ne savais pas que Jean Kuete était boulou. Non, si, c'est un boulou, Voilà. Bon, est-ce que tu vas me donner cette expression ou pas, Endurance? Sinon, on te remercie. Sinon, Endurance, on descend de niveau. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le mode, la moyenne et la médiane, s'il te plaît? Voilà. C'est quoi un mot de statistique, Endurance? Réponds à Raoul. C'est quoi un mot de... Si ça, tu ne peux pas, c'est que, honnêtement, tu vas descendre. Vas-y, dis-moi. C'est quoi le mot d'une statistique, mon pote? On va l'écrire. C'est quoi le mot d'une statistique Non, mais moi, j'ai fait bac plus 2, je peux faire ça, bien sûr. Il y a un endroit où tu ne dois pas faire ça, mon ami. Chez moi, quand tu affirmes, tu dois prouver direct. Serge Anango, avant que tu ne fasses l'enseignement supérieur, j'ai goûté aux statistiques avant toi, donc. C'est quoi la différence entre le mode, la moyenne et la médiane, s'il te plaît? Que tu es un lâche. Un Bamileke qui s'assume pas. Et voilà. Attends, Endurance, est-ce que... On n'en veut plus de ça, en fait. Endurance, est-ce que tu te rends compte que tu donnes une pièce... Assume-toi en tant que Tcham. Assume-toi. Oui, c'est correct, mais au moins il a prouvé que Isha Tiroma a gagné les élections. Est-ce que tu te rends compte que tu ridiculises les Bamileke, là, Endurance? Tu donnes une piètre. Assume-toi en tant que Bamileke déjà. Pourtant, je vais t'expliquer, regarde. Pourtant, en termes de Bami, il y a Connaître ici qui est Bamileke, il y a Raoul qui est Bamileke, il y a Aaron qui est futur Bamileke. Tu vois? Mec, toi, tu donnes une piètre. En plus, Odma est Bamileke. Et tu donnes une piètre image de Bamileke, mon ami. Une piètre image. Franchement, quand c'est comme les Bamileke soumis que je vois, milliardaires qui sont soumis là. Toi qui es Bamileke pas soumis, tu vaux quoi de mieux que nous? Vas-y, toi qui es Bamileke pas soumis. Vas-y, donne-moi tes faits. Moi, j'ai mon honneur. Moi, on n'y touche pas. Merci. Montre-moi ton honneur là, s'il te plaît. Tu peux montrer ton honneur? Est-ce que tu peux nous shooter ton honneur là? Qu'on voie. Je suis capable de dépenser 1 million pour me rendre justice. C'est que les milliardaires Bamileke sont incapables de faire. Ils sont trop esclaves à l'argent. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Est-ce que tu peux activer ta caméra, que tu nous montres comment tu t'assumes, s'il te plaît? On va voir ta gueule. Assume-toi. Et là, pour le coup, si tu peux pas activer ta caméra, on te dégage et c'est blocage directement. Tu reviens avec un autre compte. Désolé pour toi. Active ta caméra. Je veux voir quelqu'un qui est capable de dépenser 1 million pour ça. Assume-toi. Est-ce que tu as Bamileke fragile? Qu'est-ce qu'il y a à Bamileke? Assume-toi, s'il te plaît. Assume-toi. Active ta caméra. Qu'est-ce qu'il a le Bamileke fragile? Je te remercie d'être passé nous voir, Endurance. Prends soin de toi. Est-ce que tu as besoin d'une minute pour t'exprimer, pour te lâcher, pour dire tout ce que tu veux? Je l'avais dit bye bye. J'aurais dû, effectivement. J'aurais dû. Il faut toujours leur laisser une à 3 minutes pour tout lâcher, quoi. Là, ils sont toujours comme ça, les mecs. On parle de science, ça vient avec des jugements de valeur de balle. C'est ça le problème de la noirie. C'est qu'ils croient qu'en m'attaquant moi, avec tous les anathèmes qui me jettent,
il pense qu'il arrive à invalider ce que je dis. Au lieu, on est dans le sujet, quoi. Voilà. Donc, donc c'est ça le problème. C'est le problème de la noirie. Voilà quelqu'un qui est contre le Paul Biya, que je dois combattre en même temps que je combats les biaïstes. C'est ça la noirie. Ça la noirie. Voilà. Ah, attends, je vous laisse un peu le truc, le temps que je dise au revoir à Platini qui monte là. Moi, j'ai horreur du tribalisme, en fait. Et c'est un faux problème. Par exemple, quand Imandi nous dit que les boulous, moi, je vais te prendre un exemple des gens qui étaient. Mais les gars, faut arrêter vos conneries, mec. Les gens qui sont le problème au Cameroun, ce n'est pas une seule tribu, c'est un mélange de personnes qu'il faut chasser. Chasser pour bien les chasser en même temps. Donc, faut arrêter avec je pense personnellement que au-delà de ce qui va se passer là dans les 2 prochaines semaines, ce sera vraiment un des futurs combats au Cameroun. Hein. Comment régler ce problème-là? Parce que quelle que soit l'issue du scrutin là, ça a laissé des séquelles quoi. Ça a laissé des séquelles vraiment très très profondes. Donc je pense que ce sera vraiment un des futurs problèmes du Cameroun quoi. Très 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 grand problème, Raoul Simon. Ce problème d'ethnie, en fait, les politiciens l'ont utilisé pour pouvoir durer aussi longtemps. Hein. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un comme Serge Anango pour avoir une neutralité en matière de politique, ben on ne saurait jamais ça. J'aurais jamais eu cette information. Donc, le fait que quelqu'un voterait pour Paul Biya parce qu'il est de sa propre tribu, mais ne fournit pas le travail qu'il faut en tant que président, mais il le mérite à cause qu'il a une tribu. Mais ça, c'est quelque chose que on nous a souvent dit. Même à moi, faisant partie d'une grande famille politique, on me l'a dit souvent. Un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. C'est quelque chose avec lequel que je suis née. Pourquoi un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun? Posez-vous peut-être la question. Pourquoi il faudrait que un certain titre honorifique au Cameroun soit dédié à une tribu? Pourquoi? C'est un Camerounais ou pas? Déjà là, on part déjà sur des très mauvaises bases avec la tribu au Cameroun. C'est quelque chose qui nous a... Je corrige Rêve Imo. Je n'ai pas besoin d'être fier d'être quoi que ce soit. Je suis né Camerounais, Bamileke. Que je sois fier ou pas fier, ça ne change rien. Que vous ayez de l'attention à savoir si quelqu'un est fier d'être Bamileke, vous êtes des idiots. Vous êtes des débiles. C'est justement pour emmerder les crétins comme vous. C'est justement pour emmerder les crétins et les giclus comme vous que je vous dis, je vous emmerde, je ne suis pas fier d'être Bams. Parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que tu dois juger chez l'autre, c'est son apport dans la société, point barre. Tu es Bamileke, ok. En quoi tu es en plus pour les Bamileke? Moi, je trouve que ce que je fais là, ça honore les Bamileke quand même, non? On dit souvent que les Bamileke, c'est des scientifiques, machin bidule. Que je sois l'initiateur de la méthode statistique dans les votes. Tu crois pas que ça honore les Bamileke? Tu crois que j'ai besoin de dire je suis fier d'être Bamileke? Espèce d'idiot, bloquez-moi ce révérend couillon de merde là. C'est pour vous emmerder que j'ai ce genre de propos. Je suis d'abord Camerounais, ça c'est la première chose. Je suis d'abord Camerounais avant d'être quoi que ce soit. Je réfléchis Cameroun avant de réfléchir tribu. Maintenant, si toi tu veux m'entraîner dans ton délire à 2 balles, ou tu veux m'amener à réfléchir tribu avant de réfléchir Cameroun, je ne suis pas avec toi. Et je te dis, hein, si tu es ici là pour un truc communautaire, tu dégages de ma page. Il n'y a personne ici là qui réfléchit Bamileke, tribu, machin. On est 3 là à être Bamileke. Je découvre aussi que Odma est Bamileke. Tu nous as déjà entendu dans un live dire nous les Bamileke, il y a nous et les autres. Tu as déjà entendu ça sur cette chaîne? Vous êtes ici tout le temps pour nous regarder, on fait des lives là, des heures et des heures et des heures et des heures de live. Avez-vous déjà entendu ce genre de propos de la part de notre bouche? Vous n'avez plus rien à dire. En quoi je suis? Imagine, je suis fier d'être Boulou et je détourne l'argent des Camerounais. Vous allez dire non, ce gars-là, lui au moins il est fier de sa tribu. Il n'insulte pas sa tribu comme toi. Voilà vos critères de jugement. C'est pour ça que vous avez fait 43 ans avec Paul Biya. C'est pour ça que vous avez fait 43 ans avec Paul Biya. C'est pour ça. Parce que vous avez ce genre de préoccupations débiles. Jugez les gens par rapport à leur rapport dans la société, c'est tout. En quoi cette personne est un plus pour la société? En quoi? Ça va vous apporter quoi que je vous dise je suis fier d'être Bamileke? Ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter quoi? Qu'est-ce que tu gagnes à voir Serge dire je suis fier d'être Bamileke? Pourquoi ça doit changer ta perception de moi? C'est pour vous emmerder que j'ai ce genre de propos. C'est pour vous emmerder aussi que je dis je suis blanc. Vous croyez que j'ai envie de changer de couleur de peau? Je suis bien comme je suis.
Tu vois, j'aurais mettre et ça n'a jamais posé de problème que pour la personne qui te regarde, quoi. Pour moi-même, ça ne me pose aucun problème d'être noir, mais c'est pour les gens à qui ça pose problème que ça doit me poser problème. Mais c'est pas possible, cette façon de réfléchir, là. Apprenez à réfléchir de façon, comment dire, optimale, en fait. Vous réfléchissez, vous prenez du temps à parler des choses qui sont inutiles, en fait. Oui, c'est quoi ta tribu? On s'en fout, c'est quoi la tribu de quelqu'un? Mais des vrais... Ça sert à quoi, en fait, de connaître la tribu de quelqu'un et de, voilà, oui, est-ce qu'il est babiniqué? Est-ce que, les gars, faut arrêter cette mentalité. Ça sert à rien du tout. En fait, c'est pour détourner l'attention du vrai sujet. Parce que, Anango, je suis sûre que, excuse-moi, je t'ai appelé par ton dernier nom, mais Serge Anango, je suis sûre que le calcul qu'il vient de faire là, la plupart ne l'ont pas compris. Donc, si tu n'as pas compris les statistiques et que tu dois rentrer des variables pour arriver à ton résultat, ben, peut-être qu'il aurait été nécessaire pour vous de poser la question. Parce que moi, j'ai fait statistique, pendant une session et voilà, c'est quelque chose que, oui, je comprends, mais je ne maîtrise pas. Mais si vous avez quelqu'un qui maîtrise et que vous pensez que vous maîtrisez dans ce même sujet-là et que vous pensez qu'un Serge Anango, il est peut-être faux dans ses calculs, mais là, c'est un moment pour vous de démontrer le contraire. Mais là, quand tu montes puis tu nous parles de tribus, franchement, on voit juste, c'est ça que vous avez passé votre temps à faire pendant 43 ans. Et là, on ne veut plus ce champ. On veut que les Camerounais puissent se poser les 4 questions suivantes. Le pourquoi, le comment, le quand. Et Dieu sait, hein, ils essayent de ramener le côté tribal. Oh, il y a une fille qui me disait, oui, oh, vous avez essayé de venger Kamto en faisant un vote identitaire, machin. Elle est venue sur ma page. Elle essayait de vouloir parler de tout. À chaque fois, je disais, madame, ici, on parle de la victoire de Maurice Kamto. Voilà. Voilà les résultats que Issa Chiroma Bakari a publiés, que je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, tendance, élection présidentielle de la République, 12 octobre. Alors, déjà, je regarde le texte. Tendance, résumé officiel, issu des PV remis aux représentants, région départementale du Vouri. Nombre de votants inscrits, 474 873. Abstention, 503 082. Donc, taux de participation, 48,6%. Vous voyez bien, hein? Donc, ici, on est même à un taux de participation très faible. Bulletin nul, 3582. Suffrage valablement estimé, 471 291. Résultat, pourcentage, Issa Chiroma Bakari, 78,31%. Paul Biya, 12,41%. PV originaux, lien Google, voilà. Il a mis tous les PV originaux dans un lien Drive où tout le monde parlait, ben voilà, les gars, tentez encore de venir ouvrir vos gueules, les gars. Voilà, je tourne la caméra, je vous montre. Hein. Donc, pour le cas du littoral, l'ensemble des PV originaux, ben les gars ont travaillé. Hein. Voilà. Voilà, dans les Drives, vous avez tous les PV. Maintenant, les gars, voilà, ça c'est le cas du Vouri. Douala 2, PV, voilà, vous avez tous les PV de Douala 2. Voilà, donc ces résultats, il te les donne. Ah, bravo Chiroma. Très bien, Platini, il a publié les résultats du Vouri. Ils ont choisi une stratégie. Ils publient les résultats et ils balancent les PV dans un drive de Google. Voilà, voilà. Et donc voilà les résultats. Hein. Tu regardes le résultat, tu n'es pas d'accord, mon cher ami, tu cliques sur le drive, tu vas là-bas, tu t'amuses. Voilà tous les PV, tu vas chercher l'erreur. Justement, je me demandais comment il devait faire ça. Bravo Chiroma. Il est entouré par une vraie équipe cette fois. Voilà, ouais, surtout Google, c'est pas un site attaquable. En 2018, nos candidats avaient négligé la science. J'apprécie qu'ils aient intégré la science dans leur truc. Voilà, donc, taux de participation, blablabla, PV originaux, notes de transparence. Les chiffres ci-dessus proviennent strictement des PV remis aux représentants des partis dans les bureaux de vote du représentant. Nous publions les PV originaux pour que toutes les personnes, nationale ou internationale, puisse vérifier la véracité de nos calculs. Appel. Si vous constatez une erreur dans les documents publiés, écrivez-nous ici. Voilà. Sardina, vous savez quoi faire. Les journalistes, maintenant, ils ont le droit parce qu'ils peuvent prendre ça. Ce n'est pas eux qui ont... C'est pas eux qui ont publié. Donc, du coup, ils peuvent... Cher Sardina, allez écrire à Issa Chiroma Bakari officiel @gmail.com pour contester et ne venez plus sur ma page. Espèce de bande de chic. Voilà. Voilà. Donc, on va regarder s'il y a d'autres résultats. Chiroma tapé bing. Voilà, donc on va chercher, voilà, donc on attend au fur et à mesure. On l'a pas vu venir, hein, on l'a pas vu venir. Mais non, personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. C'est là où tu dis qu'il a pas sauté à chanter les louanges de Biya, que Biya a sans doute cru qu'il n'était pas intelligent. Tu vois, donc, les gars, il a sans doute cru que le gars était con. Voilà. Maintenant, donc regardez par exemple, hein, si dans le PVDL, quand vous avez plus de 48,6% de participation à Douala, parce que vous voyez, le vivier qui reste, c'est 500 000. Donc, si tu prends les 500 000 là, tu fais voter à Paul Biya, naturellement, il gagne. Vous avez bien vu, hein? Il gagne parce que Paul Biya est à 58 000 machin et Chiroma est là.
Donc, tu prends les 500 000 là, tu balances à Paul Biya, Paul Biya gagne. Vous avez bien vu. Donc, si vous avez un taux de participation dans le littoral qui dépasse 48,6%, c'est qu'il y a eu fraude. Point à la ligne. Point à la ligne. Voilà. Et donc, ce taux, il est gigantesque à Douala. Parce que ici, encore une fois, l'abstention ne bénéficie pas à Paul Biya quand il est loin de la moyenne, quoi. L'abstention est beaucoup plus forte que celle que j'avais estimée. Voilà, mais 78,31%. Donc, si on pouvait m'avoir un deuxième résultat avant que je parte. Alors, juste une question. Valmassa, tu es dans le coin ou pas, Valmassa? Parce qu'il faut que tu fasses la suite. Je vais être sur la route. Le temps que je me prépare et je vous rejoins en voiture. Est-ce que ma chère Valmastar est là? Serge, est-ce que j'avais une question? Est-ce qu'il a, parce que je suis pas devant mon PC, est-ce qu'il a publié les résultats finaux ou il a eu son truc publié par région? Non, il publie par région, quoi. Ok. Sachant que je rappelle, tout ce live là, Serge les publie souvent sur sa page Facebook, donc SATV. Donc toute la démonstration qu'on a faite aujourd'hui là sur les éléments scientifiques pour tester la véracité ou détecter des fraudes. Ça, Serge va publier ce live-là sur sa page Facebook. Donc, si vous voulez revoir tout ça et reprendre tous les éléments, vous y aurez accès. Voilà. C'est quoi, tous les lives. SATV 2025, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tous les lives, je les publie sur YouTube, sur SATV 2025 et sur mon compte perso Serge Anango. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Je sais que souvent, en période électorale, j'ai un compte qui disparaît. En général, quand il y a une grosse action comme ça où je m'implique pas mal, à la fin de l'action, mon compte disparaît. Bon, il se trouve que j'ai été très peu insultant ces derniers temps. J'ai quand même plutôt pas mal. Il n'y a pas eu beaucoup de gros C de maman qui est fusé. Donc, j'espère quand même que ma page va y échapper. Mais sinon, la plupart du temps, après une période comme ça, je perds toujours un compte principal, quoi. Bon, là, j'ai pas les talibans à mes tous, donc du coup, ça devrait peut-être changer, quoi. C'est une très bonne idée pour Thierry de publier tous les résultats comme ça avant. Voilà. Non, je vais voir maintenant. Je vais voir la gueule des. Je vais voir la gueule des. Où sont les PV? Où sont les PV? Bah, ils sont là, connard. Va les regarder. Le truc, ça va être où sont les 32 000? C'est ça. Le truc. Ce qui est fait, c'est que même un média, même en Autriche, pourra en fait se rendre compte que le conseil a donné pas de temps. Voilà. Et en plus, les gars. Ils vont aller regarder, mais c'est bizarre, c'est différent de ce qu'on a vu sur Internet, c'est le PV. Et en plus, tu as le fichier Excel de compilation que tu peux télécharger, jouer avec. Donc, si tu crois, voilà pourquoi les résultats tardaient. Voilà. Voilà. Si tu as des doutes, mon gars, si tu as des doutes, pas de problème. Voilà. Voilà, et tout ça. Ça, c'est la somme des inscrits. Ça, c'est la somme des abstentions. Ça, c'est la somme des votants. Voilà. Tac. Et voilà. Les gars ont bossé, les gars. Sur ce coup-là, ils ont compris que, gars. Ils ont compris. Pour lutter contre la fraude, il faut imposer la science aux Africains. Voilà. Ouais. Ça, c'est suffrage valablement exprimé. Tac. Voilà. Il y a eu 400 000 et quelques. Bon, il faut mettre ici l'écriture normale, quoi. Parce que sinon tu as une giclue qui ne va pas comprendre ce que c'est qu'une écriture scientifique et puis il va te casser les couilles pour ça, quoi. Non, mais Alonso, est-ce que vous avez envoyé une personne par bureau de vote pour vérifier, quoi? Non, on n'a pas tous les bureaux de vote. Voilà, on va mettre ça sous cette forme. Vous avez quel représentant? Bonsoir, les gars. En fait, moi, c'est un fou. Attends, non, mais le mec là, qui j'imitais, le ministre Momo, ce mec, c'est un fou, c'est vraiment un givré de la cervelle, quoi. C'est le mec. Enfin, comment tu peux faire ça, quoi? À la limite, tu fais une déclaration sur un pupitre et t'es vague et subtil, quoi. Tu dis oui, j'ai cru entendre que des gens prétendaient qu'il y avait. Enfin, tu te filmes pas comme ça chez toi en menaçant ouvertement, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, en fait, Iron, toi, tu n'as pas compris les Africains. Il faut aller regarder sur YouTube, en fait. En Côte d'Ivoire, en fait, on annule les élections dans 9 départements et on proclame un vainqueur. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est un peu ça, quoi. En Afrique, quand quelqu'un appartient au parti au pouvoir, en fait, il peut s'excluser. Même bon, aujourd'hui, en fait, ces résultats sont soutenus, en fait, par les panafricains. Et chaque fois quand je pose la question, est-ce que tu imagines que
dans ton pays d'origine, en fait, si je sais pas si c'est la France ou le Cameroun, est-ce que tu imagines que Paul Biya peut se proclamer vainqueur en annulant les élections dans 9 départements, dans 9 régions du pays? Non, mais les gars, vous permettez 2 secondes, je dois m'apprêter à voyager. Attends, ma puce, attends, mes gars. Comment ça, tu vas? Hein? Tu vas au bowling, là? Bisous. Excusez-moi, pardon. Est-ce que Valmassa est dispo? Juste pour transférer le live là-bas. Valmassa, s'il te plaît, tu reprends la suite. Je me connecte dès qu'on est dans la voiture. Je me reconnecte avec vous dès qu'on est dans la voiture. Et donc, tu sais que Raoul, tu connais très bien que si tu n'es pas là, Valmassa lance pas. Tu es son pilier, quoi. Donc, il faut que tu confirmes que tu es dispo rapidement pour qu'elle aille lancer. Parce qu'à chaque fois que je lui dis lance, il dit, il est où Raoul? Raoul, c'est son rock. Je serai là. Voilà. Bon, tout le monde qui est ici, là, on se retrouve là-bas pour la suite du débrief de ce qu'on vient de faire. Et est-ce qu'il y a un deuxième résultat qu'on peut déjà commenter? Voilà, de toute façon, l'un de vous, les gars, pour qu'on soit efficace, il faut que l'un de vous ait la possibilité de regarder ce qui se passe sur cette page et de commenter. Voilà. Il faut que l'un de vous ait la possibilité. Je suis dessus. Donc, s'il vous plaît, ayez un ordinateur de temps en temps pour tourner. Et puis, bah, pour ceux qui sont là, je veux montrer la page YouTube de Valmasta où elle publie certaines vidéos YouTube. Ben, où est-ce qu'on est passé avec le YouTube là? Parce qu'elle a créé sa page YouTube. Ah bah oui, je voulais même mettre le Bikutsi ici, mais bon, on n'a pas le temps. Le fameux Bikutsi de Paul Biya. Là, je vais aller voter Paul Biya. Je voulais mettre ça pour qu'on danse. Je vais aller voter Paul Biya. Ils ont passé plus de temps à danser qu'à aller voter Paul Biya. Donc, alors, Valmastar, voilà sa chaîne. Pour vos infos, vous tapez Valmastar. Et là-bas, il y a quelques vidéos intéressantes. Vous allez tomber, par exemple, sur une vidéo où Odma se fait allumer. Ben, sachez que ce n'est plus d'actualité, puisque là, il y avait une incompréhension. Et j'aime bien les gens qui évoluent comme ça au regard des éléments qu'on leur donne. C'est pas bien de rester buté. Voilà. Donc, sur sa page, il y a... Voilà, il y a d'autres éléments, il y a d'autres vidéos très intéressantes où il s'agit des gorilles de l'AES et non moins intéressants. Vous avez le même type d'animal qui débarque. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir, donc, ces lives qu'elle a fait, il y en a quelques-uns. Quand elle aura le temps, elle va rajouter ici. Et donc, vous pouvez vous abonner aussi là-dedans. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est le même logo qu'elle a sur TikTok. Voilà, voilà. Et dans ma chaîne, c'est bien évidemment SATV 2024. Et sur Facebook, SATV 2025. Et sinon, j'ai mon compte. Où est-ce qu'il est d'ailleurs, ce compte-là? Et sinon, j'ai mon propre compte qui est celui-là, qui est Serge Anango, où il y a toutes les vidéos, dont les vidéos sont publiées partout en même temps. Donc, voilà. Donc comme ça, si on perd une chaîne, c'est pas grave, on perd pas tout. On ne perd pas tout le travail qu'on a fait. Et ce travail, il est de postérité. Si ça peut donner envie aux gens d'aller faire la science, comprenez que la science, ça s'applique à tout. Ce n'est pas des choses qu'on fait à l'école juste pour avoir des notes. Ça sert à quelque chose. Voilà. Je pense que certains parmi vous qui ont fait Math 2 retrouvent beaucoup de ce qu'ils ont appris à l'école sans forcément savoir à quoi ça servait, mais ça servait aussi. Vous voyez, donc quand vous apprenez les dérivés à l'école, c'était pas pour rien. Quand vous appelez le calcul intégral, quand il faut calculer par exemple l'expérience d'une variable aléatoire continue, vous avez besoin de faire le calcul intégral. Donc tout sert. Voilà. Et donc je suis très heureux que ces gens aient finalement décidé d'imposer la science aux Camerounais. Désormais, 2025, ça va commencer là. On n'aura plus des gens qui vont dire « Oui, ben ça s'applique en France, ça s'applique là-bas. La France, c'est la France. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, laissez-nous ça là-bas. On n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu viens avec les chiffres là. Qui t'a dit? Il faut compter tous les bureaux de vote jusqu'au dernier. C'est normal. Voilà. Parce que si on n'a pas compté jusqu'au dernier, on n'est pas à l'abri qu'au dernier bureau de vote, on est quelqu'un dont la voix vaut 6 millions, qui change la donne, quoi. Voilà. Ah, voilà, oui. Dans le Vouri. Là, c'est Vouri, hein. C'est Vouri 1, là. Voilà. Donc, ils vont publier tout ça. Anongo, tu sais, quand il y a eu des trucages où il m'avait expliqué, je crois reconnaître, quand il y avait eu des trucages où les mecs, ils étaient à 150%. C'est quoi ce truc? En fait, c'est les ancêtres qui ont voté ou quoi? Mais en fait, il faut savoir que ceux qui fraudent au Cameroun ne connaissent pas les stats. C'est pour ça tout ce que j'ai expliqué là. Ils sont dans un pays où ils n'ont pas une justice qui traque tout ce genre d'éléments. On serait dans un pays où la justice serait à l'écoute des arguments en face, ferait appel à des experts indépendants. Ces experts arriveraient aux conclusions. Les méthodes que les experts utiliseraient, ce n'est pas sorcier. C'est pas parce qu'on les appelle experts que ce qu'ils font est extraordinaire. Les méthodes que les experts appliqueraient, c'est tout ce que je vous ai expliqué là. Tchebyshev, Markov,
et Benford. Voilà. C'est ces éléments-là qu'on utilise. C'est ça qui avait été utilisé pour traquer la fraude en Ukraine, en Iran et dans d'autres pays. C'est ce qu'il ferait. Si on avait ce genre d'organisme indépendant, aucun de leurs résultats ne passerait. C'est-à-dire qu'ils vont même parfois dans la boucherie jusqu'à mal comptabiliser parce qu'ils ne savent même pas utiliser Excel. Ici, là, avec Excel, quand tu as fait les calculs correctement, il est impossible que tu te retrouves avec une somme qui dépasse 100%. C'est impossible. C'est impossible. Mais eux, ils ne savent pas. C'est la boucherie, il faut encore la calculatrice. Parce que c'est les bouchers qui truquent. Et comme les scientifiques camerounais ferment leur gueule, et que certains même, quand ils mangent bien, ils disent non, c'est la suite du live, c'est Valmastar sur TikTok, blabla, mais elle est sur YouTube, Valmastar. Hein, tu devrais la trouver facilement. Si tu trouves ma chaîne, tu vas dans publication, post. J'ai fait un post pour mettre en valeur sa chaîne, quoi. Voilà. Donc, sachez que si vous commencez à être aussi vigilant, ça va être une bonne chose pour les Camerounais. Ça veut dire que les gars, pour truquer, ils vont devoir être intelligents. Ils vont devoir quand même utiliser leur cerveau et ne pas vous déshonorer. Parce qu'actuellement, la triche au Cameroun, c'est la boucherie. C'est pas la chirurgie. La triche en France, c'est la chirurgie de précision. Tu comprends? C'est la chirurgie de précision. La triche en noirie, c'est la boucherie. Parce qu'on fait n'importe quoi, on ne se rend pas compte qu'on laisse plein d'indices qui prouvent que c'est faux. Je vous ai dit, par exemple, là, vous avez vu la taux d'abstention dans le Vori, 50%. Si on va à Yaoundé, on tombe sur un taux d'abstention à 40%. Comment vous allez, on va dans un village comme Fossong-Guantien, mon village, taux d'abstention à 45%. Comment tu vas expliquer que dans certains villages, le taux d'abstention, il est de 0%? Tu vas expliquer ça comment? Ce n'est pas possible. Les êtres humains se comportent tous, en général, de la même façon. En général, tu peux avoir singulièrement des différences entre deux êtres humains qui soient drastiques, mais dans l'ensemble, par exemple, dans les êtres humains, tu peux avoir un adulte qui pèse 55 kilos et un autre adulte qui pèse 145 kilos. Mais grosso modo, quand tu prends 1000 adultes, la moyenne des 1000 adultes sera autour de 80 kilos. C'est pour ça que les ascenseurs, vous voyez très bien, quand on dimensionne les ascenseurs, vous voyez très bien que peut contenir 15 personnes. C'est parti, on part du principe que le poids moyen d'une personne, c'est 80 kilos. En France. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, cette statistique est légèrement différente. Le poids moyen d'une personne aux États-Unis, je crois que c'est 106 ou 107 personnes en fait. Hein. 107 kilos. 100 pounds. Mais voilà, c'est à peu près 106 ou 107 personnes. Donc, dimensionner un ascenseur pour 15 personnes aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que dimensionner un ascenseur pour 15 personnes en France. Et ce n'est pas la même chose que dimensionner un ascenseur pour 15 personnes au Cameroun. Avec le taro, le macabo et tous ces trucs que vous mangez, vous avez des os lourds. Donc, même quand vous n'êtes même pas gros, vous n'avez pas une grosse corpulence, vous pesez lourd. Et tout ça, ça prend la masse osseuse justement. Et tout ça, c'est pris en compte par les scientifiques pour faire leur travail. Donc, tu prends 2 personnes, oui, tu peux avoir des écarts importants sur leur poids, mais tu prends 10 000 personnes, tu prends 100 personnes, tu commences à avoir une moyenne qui se rapproche de 80. Tu peux rajouter autant que tu veux. Ça vient du fait que la moyenne, c'est une grandeur divisée par la somme, par le nombre de grandeurs. C'est la somme des grandeurs divisée par le nombre de grandeurs. Donc, quand tu rajoutes une personne, mais tu rajoutes aussi une personne, quand tu rajoutes un poids, mais tu rajoutes aussi une personne en plus. Donc, au lieu d'être divisé sur n, la somme suivante sera divisée sur n plus 1. C'est ça qui fait que ça se stabilise. Mais les gens, vous voyez les scores comme une addition de scores. Quelqu'un disait l'autre jour que les Sardinats pensent que le score final de Paul Biya, ça va être la somme des scores. Ils ne comprennent pas que c'est la moyenne. Donc, s'il a fait 1% par village, il suffit de 100 villages où il fait 1%, il a 100% Paul Biya. Je crois que le Sardinat raisonne comme ça, mais je ne sais pas, mais je pense que le Sardinat, dans son esprit, c'est comme ça qu'il réfléchit. Voilà, est-ce que vous pouvez tous vous diriger chez Valmastar? Je vous rejoins d'ici une vingtaine de minutes. Le temps pour moi de faire mon sac et d'être dans la bagnole. À vous, mes chers amis. Et encore, merci beaucoup, Audemars. Hein. Merci pour... tu vois qu'il n'y a pas de haine. La dernière fois, tu disais que c'était haine. Il n'y a pas de haine. On voulait juste t'expliquer que c'était assez grave. Hein. C'est-à-dire que... Oui, absolument. Voilà. Merci. Merci d'avoir compris ça comme ça. Merci d'être venu. Parce que certains peuvent même comprendre, mais par orgueil, restent dans leur coin. Parce que voilà. Et ça, c'est la grandeur d'une personne, c'est d'être savoir de dire... ULR, Abionta chez Valmastar, tu demandes la parole là-bas et on s'y rejoint. ULR. D'accord. Tu vas retrouver tout le monde ici. À très bientôt, les gars. Ça marche, bye bye. Merci à toi.